Bonjour à tous et bienvenue dans No Spoil, votre rendez-vous ciné et série en collaboration avec nos copains de Allo Ciné. Une émission un petit peu spéciale puisque à part Michel qui est toujours là avec nous, on accueille Monsieur Théorie de Allo Ciné, Thomas Humbert, bonjour. Salut Menro, ça va? Alors les gens te connaissent justement par ce truc là de Monsieur Théorie, c'est quoi des théories sur Allo Ciné? Il y avait une émission avant qui s'appelait The Big Fan Theory que j'avais lancée il y a 3-4 ans, peut-être même un peu plus. Là ça fait un moment qu'on n'en a pas fait des théories sur Allo Ciné, on les fait encore via des papiers, des news. Mais oui, c'était une émission qui revenait sur les plus connus ou les plus bizarres ou les plus farfelus des théories de la pop culture, de Harry Potter à James Bond en passant par Le Seigneur des Anneaux. Donc du coup, est-ce qu'il y a eu pas mal de... Ça a dû parler pendant cette... Ah oui, il y en a eu des théories. Ces derniers temps. J'en ai échafaudé quelques-unes moi-même. J'avais tort sur l'une et raison sur l'autre, je pense. On en parlera tout à l'heure puisque ce sera le grand sujet du jour, un retour débrief garanti 100% spoiler, attention par contre, sur Les Anneaux de Pouvoir, la série Le Seigneur des Anneaux de Prime Video, de Amazon Prime Video. Juliana est avec nous de 2 heures de perdu, comment ça va? Ça va très bien, je suis très contente. Plein de nouvelles têtes pour moi et j'imagine du coup pour eux aussi, mais très très contente. Alors t'es venue avec une news un peu triste? Oui, je suis venue avec une news hélas d'un décès, mais il y en a eu plusieurs, à vous de deviner lequel en attendant les news. On reviendra dessus évidemment pas dans les news. C'est leur première participation, je crois, à No Spoil. On va commencer par Jiraya. Comment ça va, Gigi? Ça va très bien. J'avoue que j'ai dû me lever un peu plus tôt ce matin, rentrer à 4h du matin à la maison. Donc après un bon live, un poker avec Gims hier, c'était incroyable. Mais du coup, je me suis levé pour regarder le dernier épisode effectivement des Anneaux de Pouvoir. On va en parler aujourd'hui. Et non, je suis très content d'être là. On va voir... Enfin, moi, je ne suis pas un fin analyste, évidemment, mais de par mon prisme, je donnerai mon avis aujourd'hui. Oui, t'as quand même un avis. J'ai un avis, on a parlé un petit peu tout à l'heure. Oui. mais oui, j'ai un avis. Ok, on reviendra dessus. Marie Palot, bonjour. Ça va ? Mais écoute, moi ça va très bien, évidemment, on t'a vu faire pas mal de choses autour de cette série, t'as eu pas mal d'exclus aussi. Totalement, j'ai eu la chance, déjà bonjour au plateau. Alors, on n'a pas eu l'occasion de collaborer ensemble, mais Juliana, on s'était déjà vu sur une précédente émission. Et du coup, je suis ravie d'être là. Et effectivement, dans le cadre des Anneaux de Pouvoir, j'ai été envoyée par Prime Video, notamment au Comic-Con de San Diego pour... Je suis toujours dans ma jalousie. J'ai jeûné avec les acteurs, quoi. Bon, après, c'était pas mal, quoi. C'était bien. Non, c'était vrai. Donc, Les Anneaux de Pouvoir, ce sera le grand sujet. Juste avant, on reviendra aussi sur Jurassic Park, le film original de 93, à savoir si c'est un film coté ou surcoté. En attendant, tout de suite, c'est les news. Jingle. On l'a dit, la première des news, elle n'est pas forcément réjouissante, c'est un décès. Oui. Juliana, celui de Angela Lansbury. Et oui, je voulais vous parler en fait de cette grande comédienne qui nous a quittés à l'âge de 96 ans il y a quelques jours. Elle était née en 1925, c'est une comédienne anglaise que vous avez pu voir, je pense, peut-être comme moi, dans votre enfance, ou en allumant votre télé, en regardant Arabesque, Murder, She Wrote, mais également en regardant un film dont on ne parle pas assez, je trouve, de Disney, qui s'appelle L'Apprentie Sorcière. Bedknobs and Broomsticks, où elle jouait une espèce de Mary Poppins pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'occupait de 3 enfants et qui apprenait la magie en parallèle et peut-être allait sauver l'Europe de la guerre en même temps, par la même occasion. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. C'était le premier qui était à moitié avec du dessin animé, juste avant Mary Poppins, non? C'est pas un truc comme ça? Alors oui, c'est effectivement les mêmes systèmes mi-animation, mi-prise de vue réelle, où on a des incursions dans un monde magique, l'île de Naboom Boom, pour ceux qui se souviendront, il y a un match de foot. Match de foot d'anthologie. Voilà, et ce film a beaucoup marqué également pour... en fin de film, il y a ce n'est pas un spoil bien sûr, mais il y a des armures de chevaliers qui s'agitent toutes seules et qui partent à la guerre, à l'aventure. Moi, c'est vraiment un gros film de mon enfance et c'est pour ça qu'elle m'a majoritairement marquée, mais elle a une carrière qui est vraiment assez dingue. Quand elle était jeune, donc elle est née en Angleterre, mais elle est partie aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale avec sa mère qui était comédienne. Elle a commencé en signant un deal avec la MGM à l'époque, en 1944. Elle a joué dans plein de films différents de studios. Enfin, c'est assez passionnant si vous voulez vous intéresser à ça. Une bonne 70aine. Ouais. C'est bossé, quoi. Ouais. Elle a bien bossé. Et au-delà de ses rôles de cinéma, elle est également connue pour ses rôles au théâtre et plus particulièrement en comédie musicale. Elle a travaillé avec Stephen Sondheim, mais elle a joué dans Sweeney Todd également. Enfin, elle a fait plein de reprises. Elle a eu des Tony Awards.
Et chez Disney, on la connaît également parce qu'elle a fait la voix de... Est-ce que vous savez la voix de qui elle a fait chez Disney ? Je le sais. Toi, tu le sais ? Attends, je l'ai eu tout à l'heure, je Je ne ne le le dirai. dirai pas. Ça se passe dans les années 90. Elle peut vous accompagner pour manger un petit gâteau vers 16h. Ah, j'allais dire la bonne fée, mais. C'est Madame Samovar, la théière de La Belle et la Bête. Ah oui. Rien en VO, du coup. Ah oui, non mais oui. Moi, je suis Voilà. VF. hein. Mais elle Histoire a éternelle, également- la chanson. Histoire éternelle. Oscarisée. C'est celle qui chantait. Tout à fait. Oh là là. Céline Dion en a fait une reprise également, mais en l'occurrence, elle l'a également chantée. Et elle a fait également la voix de la grand-mère, il me semble, dans Anastasia par la suite. Donc, grosse carrière dans le doublage d'animation, dans le théâtre, dans la comédie musicale, dans le cinéma et dans la série télé, bien sûr, Avec Arabesque. avec Arabesque, entre autres, mais avec d'autres rôles. Elle a essayé de casser un petit peu ce truc d'Arabesque par la suite en ayant des expériences un peu différentes. Elle a également fait une guest dans New York Unité Spéciale. Je vois, je l'ai ouais. sous les yeux, oui, effectivement. Voilà, donc non, mais je voulais lui rendre hommage parce que c'est vraiment une dame qui était un peu ma grand-mère qui me gardait à la télé le week-end. Hein. 96, c'est ça 96 ans. 96 ans. Ouais. Ok, bah écoute, merci Juliana de ce petit coup de projecteur sur cette actrice. Ça vous rappelle, Arabesque, tout ça, c'est le truc qu'ils vous ont Jessica parlé Fletcher, quoi. Ouais. T'avais pas besoin de regarder l'intégrale, tu chopais un épisode au hasard et t'étais tout de suite plongé. Vraiment, moi, je fais partie de la team qui adorait les enquêtes de Jessica Fletcher. J'étais très, très, très fan de ce genre de série de base. Hercule donc, Poirot et tout ça. Exactement. Donc, ça me parlait. Ok. Gige, pas plus que ça. Pas du tout. Pas du tout. J'ai un autre décès qui te parlera plus, je pense, à un moment après. Mais là, tout de suite, je voulais vous parler. On va essayer de quand même rester dans des choses un petit peu plus sympathiques. En attendant, donc HBO qui arrive bientôt, je voulais vous parler des nouvelles plateformes avec Paramount+. Et Universal+, puisqu'il y a eu pas mal d'annonces de ce côté-là. Du côté de Paramount+, on nous parle de 7,99€ par mois. Ça arriverait le 1er décembre là, de cette année. Et si vous êtes déjà abonné à Canal+, Ciné-Série sur MyCanal, il n'y a pas de surcoût. D'accord. On va parler contenu peut-être. Si je vous dis Showtime, ça vous parle un petit peu, c'est une des chaînes américaines. Oui, je le vois bien écrit en gros, là, en blanc sur noir, mais je sais plus ce qu'ils font. Est-ce que c'était pas Homeland Showtime ? Alors, c'est Dexter, Homeland, Master of Sex, ZF Californication, entre autres. On a aussi Comédie Centrale. Donc là, c'est South Park, Futurama, Inside Amy Schumer, etc. Bon, MTV vidéo, voilà. Ils ont Takeshi Castle aussi. De quoi ? Comédie Centrale, Takeshi Castle. Takeshi Castle. Donc ça, c'est un truc de château gonflable et de... non, c'est mal résumé. C'est très mal amené. C'est la version XXL avec Takeshi Kitano. Voilà, mais là, c'est plutôt le reboot indonésien, il me semble. Ce qui est vraiment bien parce qu'ils l'ont remanié, ils ont vraiment gardé la bonne recette. Vraiment, Kitano fait maison, quoi. Mais avec des ajouts un peu plus exotiques, quoi. Donc ça à voir. C'est le Big Splash. Non, c'est quoi le truc le plus connu de ces émissions les épreuves ? Ouais. Total Wipeout, c'est ça. Ah d'accord, ok. Tu parles en termes d'inspiration. Ouais, d'inspiration. Donc MTV, Nickelodeon avec Bob l'éponge, les Razmoquettes. Là, je vois que ça touche un petit peu. Les Razmoquettes, quoi. Toi, t'es team Razmoquettes, c'est vrai. La team casse-bonbon, quoi. Mais tu le mets souvent dans des musiques de blind test de dessins animés. Pour bercer mon enfance, et puis en jeu, le jeu sur PlayStation 1 a été banger, quoi, pour moi. Ah oui, moi j'ai un vrai passif. Avec Nickelodeon, maintenant, avec ma fille, c'est pas de patrouille, mais oui, effectivement, Nickelodeon, ils auront moins pour, je pense, très bientôt. Paramount, c'est évidemment les Paramount Pictures. Donc là, il y a pas mal de films dans le parrain, Top Gun, Forrest Gump, Titanic. Bon, c'est des petits films, ça devrait parler à 2 ou 3 personnes. Et les documentaires du Smithsonian Channel. Donc voilà, c'est des documentaires liés à la planète essentiellement. Et on nous annonce plus de 200 longs métrages avec pour les films français, avec un partenariat avec Gaumont. Voilà, donc une offre qui a l'air un petit peu sympa. Et combien, 7,99 ? 7,99 à partir du 1er décembre, ou si t'es Canal Ciné-Série, c'est direct dedans. On n'est pas à l'abri de voir un Genius Pop, parce que c'est quand même le groupe Viacom. Ouais. Et Game One est une marque MTV appartenant à Viacom, donc du coup, Genius sur Paramount+. Ça, c'est une plus-value.
En tout cas, s'il y a une occasion, je pense qu'on le verra. On en parlera. Effectivement, t'inquiète pas pour ça. On en parlera. Du côté de Universal, qu'on aura plus un focus sur les séries et les documentaires dans un premier temps. Et pourquoi ? Parce que les films, Universal, il y a déjà des accords qui ont été faits et signés dans le temps avec les autres plateformes. Donc, ils ne peuvent pas reprendre le catalogue d'un coup. On l'a vu avec notamment le Daredevil ou le Punisher qui était sur Netflix. Il a fallu un peu de temps avant que ça revienne sur Disney. Sur Disney+, ouais, qui récupère. Par contre, ils ont Sci-Fi. Bon, ils ont Sci-Fi. 13e rue. C'est vrai. Oh la balle. Entertainment. Et DreamWorks. Alors DreamWorks, quand même, ouais. c'est les films Madagascar, Kung Fu Panda, Shrek et surtout Dragon. Qui sont sur Netflix pour l'instant aussi. C'est vrai. Ils sont sur Netflix. Absolument sur donc, Netflix et les séries sont également sur Ouais. Netflix, Ouais. produites. Il y a eu récemment Kung Fu Panda qui était produit sur Netflix et juste avant toute la série Dragon également qui est mis dessus. Donc je pense que ça va mettre du temps peut-être à passer dessus. Je sais pas s'ils vont ils vont tout mettre de suite ou on sait pas. Alors, ils ont juste fait une communication comme ça et ils ont dit plus d'infos d'ici la fin de l'année. Okay. C'est prévu pour la fin de l'année et ce sera une chaîne qui sera aussi accessible dans ce qu'on appelle en linéaire. C'est-à-dire que quand tu vas zapper sur ta télé, tu auras une chaîne et là où tu choisis pas ce que tu veux, ce sera en programme imposé. Mais c'est quand même assez original d'avoir et ça et une plateforme à la fois. La multiplication des plateformes, c'est un truc qui... Ça dit quoi ? Ça dit on n'en peut plus ou ça dit... Faut les payer. Enfin voilà, ça commence à en faire pas mal. Au niveau des abonnements, là, si on cumule Disney+, Netflix, Amazon, Apple, enfin j'en oublie, OCS, il y a Salto, il y a ces deux qui arrivent. Salto. Non, mais moi je suis abonné Salto, ça Moi va. aussi je suis abonné Salto, on est deux. Mais on est deux en fait. Mais pour peu que tu sois après fan de Manda, t'as Crunchyroll, ADN, même si ça se réunit. Avec Wakanim et tout ça, mais là il y a trop en fait. T'es obligé d'aller chez Canal quoi. Ton abonnement à l'année, il revient à c'est un SMIC. Et là on parle que de vidéo parce que moi je suis abonné sur des plateformes de jeux vidéo aussi, tu vois. Moi j'avoue, petite déformation professionnelle, on se connaît pas mais je suis scénariste et moi je me demande s'ils vont avoir des obligations d'investissement dans la création française vu qu'ils vont diffuser en France comme c'est déjà le cas pour Disney+, pour Netflix, etc. Et auquel cas, moi, au plus il y a de guichets différents à qui proposer des contenus différents et des projets différents, au plus ça aussi provoque une créativité, je pense, et au mieux c'est, mais je ne sais pas si c'est le cas, mais normalement oui, je crois qu'ils ont des obligations. Les plateformes doivent... En fait, du moment où tu diffuses dans un pays, tu es obligé d'investir dans le contenu. En tout cas, en France, on a une loi qui fait que tu es obligé d'investir dans le contenu local, et c'est pour ça qu'on a des séries Netflix. C'est pour ça qu'on a eu Marseille. C'est pour ça qu'on a je croyais que c'était pour le... Enfin, moi j'y connais rien, mais je croyais que c'était le cinéma, justement, quand ils diffusaient, justement, une partie était reversée pour le cinéma français, ça marche aussi comme ça. La diffusion. Ah, d'accord. En fait, je pourrais pas aller plus loin parce que je suis pas du tout légaliste ou quoi. Enfin, comment dire, je connais pas la loi par rapport à ça sur le bout des doigts, mais en tout cas, je sais que c'est le système fonctionne comme ça. Okay. Et c'est pour ça qu'on a eu Weekend Family sur Disney+, entre autres, ou c'est Kin, des choses comme ça. Si ces plateformes-là s'y sont mises, j'imagine que les autres vont prendre le pas aussi. Bien, dans ce cas, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Marie, de ton côté, tu voulais nous parler d'un film James Bond réalisé par un réalisateur coréen. Alors potentiellement, puisque c'est quand même, c'est pas n'importe qui, c'est le réalisateur de Old Boy ou encore Sympathy pour Mr. Vengeance ou encore Mademoiselle, donc Park Chan-wook, qui s'est exprimé auprès de Deadline en disant que c'était son rêve de réaliser un épisode de James Bond. Donc là, actuellement, on cherche encore un nouvel interprète de l'espion, mais clairement, il s'est positionné en disant que je suis dispo. Il est dispo, il est libre. Je peux me libérer si jamais. Après, voilà, le mec, a priori, il s'est écrit, réalisé et dirigé. Quand tu sais, quand tu vois les films qu'il a fait, tu te dis sur un James Bond, ça peut être un peu sexy. C'est ça. Et ça pourrait peut-être apporter un vent nouveau sur cette saga culte. Donc, je sais pas, moi, je suis plutôt pour. Je sais pas si vous, ça vous exciterait ou ce serait peut-être un peu trop... Moi, éloigné de ce qu'on voit. Grande fan du film Mademoiselle, je trouve que c'est très intéressant la façon dont il raconte les histoires. Après, très déçu par Decision to Live, mais ça c'est une autre histoire. En fait, je me demande s'il saurait s'adapter à la façon de raconter un James Bond avec les contraintes que ça comporte pas en termes de capacité, parce que c'est quelqu'un de très intelligent et de très fin. Mais je me demande si le juste milieu entre faire une franchise avec des points d'action de rendez-vous, et en même temps allier son identité et son travail. Moi, je serais partante, en tout cas, de voir ça. Moi, j'étais tellement déçu par le dernier James Bond. Je suis pas un grand fan de la saga, mais j'ai trouvé ça tellement en dessous de ce qu'on avait fait avant, Mourir peut attendre, que je me dis, en fait, le confier à des auteurs, à des vrais réalisateurs qui ont une vraie patte, ça peut être une très bonne chose. C'était censé être Danny Boyle, je crois, le dernier film. Ça n'a pas pu se faire. Ça aurait été hyper intéressant. Là, Park Chan-wook...
qu'on soit fan ou pas de son cinéma, ça peut donner quelque chose de nouveau en tout cas, vraiment. Et Après, comme Juliana disait, il y a quand même une grosse contrainte culturelle, c'est vraiment l'art de vivre à la britannique, etc. Donc est-ce qu'un réalisateur coréen, si grand soit-il, est capable de retranscrire ça ou partirait dans un truc déjà différent? Tout l'arc avec Daniel Craig, on avait déjà un peu quitté le côté le flegme british pour aller un peu plus dans la tatane, quoi. Donc j'étais pas très très fan, sachant que lui, c'était plutôt Roger Moore qui l'inspirait à partir de Wook, donc on reviendrait quelque chose de second plus degré. séminal. En même temps, pour se différencier de Mission Impossible, tu vois, c'est pas mal d'avoir un angle un peu différent. Et donc, en parlant de Mission Impossible, je me fais mes transitions directes. Transition, c'est beau. Un nouveau record bientôt. Oui, tout à fait. Alors peut-être pas, parce que justement, on parle de Tom Cruise qui enchaîne les exploits. On l'a vu monter sur l'aile d'un avion, on l'a vu monter sur le Burj Khalifa, on l'a vu récemment aux manettes d'un avion de chasse qu'il a appris à piloter lui-même. C'est le dernier des grandes stars de l'âge d'or de Hollywood, quoi. Il est fort. Et la semaine dernière, d'ailleurs, j'ai revu Tonnerre sous les tropiques où on l'a vu en producteur grassouillé, chauve. Donc il a tout fait. Et il peut tout faire. Et il va bientôt aller dans l'espace pour tourner soi-disant le premier film dans l'espace. C'est acté, ça y est, parce qu'il en avait parlé depuis longtemps. Oui, sauf que c'est pas le premier film à avoir été tourné dans l'espace et c'est pas le premier acteur à aller dans l'espace. Il y va encore, d'ailleurs. Il y a eu un film qui a été tourné en 2021 et qui en fait, une actrice qui s'appelle Yulia Peresild de 37 ans qui jouait une chirurgienne qui allait opérer un patient en apesanteur. Mais alors par contre, attends, parce que je crois que le film russe, c'était dans la station spatiale. Oui. Lui, a priori, il est en scaphandre, il va aller dans l'espace. Ça serait une première. Alors ça, c'est peut-être une subtilité que... Oui. Non, mais quitte à y aller, on y va vraiment. En plus, il y va en tongs. Tu connais Tom. L'idée, c'est de dépasser les limites. Et ce serait réalisé par... ce sera réalisé, normalement, ça va vraiment se faire, par Doug Liman, qu'on connaît surtout pour La mémoire dans la peau, mais avec Tom Cruise, c'est Edge of Tomorrow. Oh, c'est bien ça. Barry Seal, son dernier film qui était pas mal non plus. Et Edge of Tomorrow était vraiment un super film. Tomorrow, c'était génial. Ouais. Donc voilà. Edge of Tomorrow, j'ai tendance à dire que c'est sans doute la meilleure compréhension d'un jeu vidéo au cinéma. Avec le côté reroll à chaque fois. C'est la meilleure adaptation de jeu vidéo au cinéma qui n'est pas une adaptation. C'est ça. Exactement. C'est en manga au début, non? C'est pas un roman japonais, il me semble. Je sais plus. Je crois. Ouais, bon. Le chat nous dira, mais effectivement. Mais comme vous disiez, Tom Cruise peut tout faire. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il avait le luxe parfois de choisir les réalisateurs qu'il voulait, mais il s'est jamais posé lui-même en réal. Le mec a toujours été acteur, quoi. Je soupçonne que ce soit parce que il est quand même très central dans la production des films et que les réals bossent aussi. Enfin, apparemment, des échos qui ressortent des tournages, c'est que quand t'es réal avec Tom Cruise, t'es plutôt réal pour Tom Cruise, quoi. Ouais. Donc, c'est qu'il a, je pense, même pas besoin de se poser en tant que réal. Ouais, le mec joue pour lui, quoi. En fait, je pense qu'il prend des gens aussi un peu techniciens quand on voit Christopher McQuarrie, mais c'est pour ça que je suis contente qu'il reparte avec Gleeman pour le coup, parce que je trouve que c'est jamais aussi bien que quand il a des gens avec des univers encore plus forts. Mais Tom, il est vraiment partout. Enfin, je pense qu'il contrôle tout de A à Z. Donc, même pas besoin, finalement, je pense, d'être réel, quoi. Ouais. Il a presque une filmographie en tant que réalisateur, même s'il réalise pas. C'est vrai. Ça. C'est vrai. Est-ce qu'il s'arrêtera? Parce que il y a une scène dans Top Gun Maverick, où il dit je ne sais faire que ça. Si tu remplaces le mot pilote, tu le remplaces par acteur. Mais pour moi, Top Gun Maverick, c'est à la fois un film sur la vie de Tom Cruise, c'est-à-dire être une légende d'autrefois qu'on rappelle, et qui fait autant que les jeunes. Mais oui, c'est trop bien. Vu on voit comment il est impliqué aussi dans le fait de sortir ses films au cinéma aujourd'hui, et ce truc des avions qui se pilotent tout seuls dans Top Gun Maverick, c'est vraiment aussi un parti pris de se dire tant que je serai là, on continuera à faire des films aussi, un peu comme avant, et aller sortir de cette façon, et c'est le show, quoi, c'est le spectacle. Donc je pense que là, moi, ma théorie, c'est qu'il va à un moment, ça va pas bien se passer. Mais c'est sûr. Il va mourir sur scène. Dans l'espace. Tom Cruise en Dalida, réalisé par. En bref, j'ai quelques news. L'annonce et les premiers visuels pour le 3e opus de Creed 3. Alors, toi, je sais que ça t'intéresse. Ouais. Donc, on retrouvera évidemment Michael B. Jordan et Jonathan Majors. Pour rappel, c'est Michael B. Jordan qui va réaliser le film. Un film qui sera prévu pour le 3 mars 2023. Vous avez suivi la saga Creed, post-Rocky, tout ça? Alors, toi, oui, t'es fan? Moi, j'adore, et je suis fan particulièrement du 2, ce qui est un peu bizarre, parce que le 1 a quand même lancé cette nouvelle franchise aussi, un peu en grande pompe. Mais moi, j'adore le 2. Je trouve que c'est un film sur la paternité qui est vraiment très, très intéressant. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à faire
on parlait de Legacy Quell l'année dernière beaucoup et tout ça. Moi, je trouve qu'ils ont réussi à créer quelque chose qui se tient complètement. Je pense que dans celui-là, il y aura moins, ou en tout cas peut-être même plus Sylvester Stallone. Je pense qu'ils vont y arriver. Et Michael B. Jordan, il est formidable. C'est vraiment... C'était, pour ceux qui connaissent par le biais du MCU, c'est le méchant dans le premier Black Panther. Oui. C'est Killmonger. Killmonger. C'est ça. Il fait une apparition dramatique dans Space Jam 2. Ah merde, c'est vrai. Dedans. non. Aïe, oui. Non, c'est pas Michael Jordan. Et non, c'était Michael B. Jordan. Ah Ok, non. C'était le programme à ce moment-là qui c'était déjà trop pour moi. Ah sérieux, il y a ça. Vraiment, je te jure, c'était horrible. Très mal utilisé. Du coup, voilà, nouveau film, Creed 3. Donc voilà, restez connectés bientôt puisque la bande-annonce devrait pas tarder à arriver. Autre news, si je vous dis Gangs of New York. Ah oui. Tout le monde voit le film. Daniel Day-Lewis reviendra-t-il? Alors ça, on sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que Martin Scorsese, lui, va revenir puisque le film va être adapté en série. Ok. Et que Martin Scorsese va réaliser lui-même les 2 premiers épisodes. Donc là, il va pouvoir creuser un peu l'histoire qu'il voulait faire à la base et que il a pas pu trop faire. Il y a eu pas mal de coupes à cause de ce fameux producteur de Miramax qui est un petit peu dans la sauce et a raison depuis. Donc le film qui durait 4 heures, il était à 2h30 à la fin. Ah oui. C'est-à-dire le nombre de coupes qu'avait fait Miramax pour le film. Donc voilà, là c'est un petit peu son director's cut. Est-ce que vous aviez aimé le film, et 2, la série, c'est un truc qui peut vous saucer ou pas trop? C'est une très bonne idée. Le film est un peu lointain pour moi, mais je me dis que ça a vraiment de la matière pour faire je sais pas si ce serait une mini-série ou une série. Je vois bien HBO faire ça. C'est un bon projet pour eux. Ouais, non, franchement, il y a de quoi faire, vraiment. Juliana, Bill le Boucher, tout ça. Oui, moi c'est un peu ma cam. Hein. Donc Martin Scorsese, grand. Ça me rassure qu'il soit là. Ça me rassure qu'il réalise aussi les premiers. Après, je me demande vraiment dans quelle mesure on va repartir sur une histoire qui serait l'extended de ce qu'il a fait dans le film ou de nouveaux persos. Je pense que c'est un remake. Je me demande justement parce qu'il y a tellement, justement, c'est un univers tellement fourni qu'il y a matière à avoir tellement de profils, de personnages intéressants. Sur les Irlandais, tout ça. Je sais pas. Je me dis que ça mérite en tout cas ça mérite une série, ça c'est sûr. Des personnages à garder pendant 8 épisodes, 10 épisodes, plusieurs saisons, ça c'est sûr. Est-ce qu'il va retourner en Europe? Je sais pas, parce que Gangs of New York était tourné à la Cinecittà à Rome, donc je me demande s'il va revenir faire un petit coucou. Ça serait cool. Mais non, très contente. Gang of New York, donc annoncé en série. Autre news qui va ravir le cœur des fans de Marvel, justement. Black Panther 2 donc, sera bien au cinéma. Voilà, les discussions autour de la chronologie des médias, toujours d'actualité. La bagarre. Et donc, du coup, Disney accepte de diffuser Black Panther 2, Wakanda Forever au cinéma en France, mais il y a toujours une réflexion autour de la chronologie des médias au global, donc c'est peut-être une porte un peu ouverte pour la discussion. En tout cas, on est content d'être pas être le seul pays au monde peut-être à ne pas l'avoir sur grand écran. Qui le mettrait pas en simultané sur la plateforme? J'ai pas l'info pour le coup. Je crois que non. Si passe au ciné, peut-être que l'écart va être réduit. Là, je peux pas m'avancer, mais en tout cas, on va observer ça de près. Ouais. Autre news MCU. Est-ce que vous vous souvenez du Thaddeus Ross comme personnage, qui était joué par William Hurt? C'était le chef militaire moustachu. Non, ça vous dit rien? Un des membres qui était dans Hulk notamment, qui était celui de derrière dans Hulk. Le premier Hulk avec... Ouais, d'accord. Et, avec Eric Bana? Avec Norton. Norton. Et ben voilà, vous l'avez là sur le retour. Oui. Non, je l'avais oublié. Voilà, William Hurt est décédé. Il m'a habité ces dernières années. Mais... Il est décédé à 71 ans. Oh merde. Mais le personnage de Thaddeus Ross va être dans le nouveau film Captain America New World Order. Il rejoindra aussi les Thunderbolts, donc la nouvelle équipe d'anti-héros. Et ce sera ni plus ni moins que Harrison Ford. Il va reprendre le rôle. Ça va, on a vu pire. Oui, ça va. Alors mais il est âgé quand même. Moi je comprends pas, c'est une énigme. Hein. Le gars il fait Indiana Jones 5, il enchaîne là-dessus. Je dis mais c'est en général en plus quand tu fais le MCU, t'es parti pour normalement plusieurs années. Donc ouais.
Donc, Après, une piscine à faire construire, une maison à acheter, je pense que... Ça va être très belle piscine. Hein. À mon avis, vu le price. Oui, là, et normalement... C'est un Center Park qui construit le man. Lui, il prend toujours des parts en plus, je crois, dans les. Il prend des royalties. Ouais, donc il se met bien. Oui. Et la rumeur raconte, les fans disent que normalement, ce devrait être le fameux Hulk rouge, celui qui a les moustaches. Voilà, ça devrait être lui, c'est lui qui devient le Hulk rouge après. Alors peut-être que ça explique, ceci explique cela, puisque s'il est numérisé, enfin, en tout cas, digitalisé. Oui, il n'aura pas grand-chose C'est d'action. pas si, il sera numérisé, je pense, avant de faire un Hulk Évidemment, rouge. oui, j'espère. Oui, mais on l'espère tous. D'accord, ok. Bon, bah pourquoi pas, en vrai. Dernière news pour aujourd'hui, c'est un décès encore. Oh bah putain. Je suis désolé, mais voilà, c'est un petit histoire de rendre aussi hommage à ce cher Hagrid, Ah oui. puisque Robbie Coltrane est mort à l'âge de 72 ans. Voilà, j'imagine que pour toute une génération, Harry Potter et Hagrid, c'est quand même un peu pas le tonton, mais il y a ce côté un petit peu protecteur. Et en plus, il est mort vendredi, et vendredi, j'étais Harry Potter Studio Tour. Ah ouais. Du coup, tous les gens qui m'ont envoyé, tu sais qu'il est mort, c'est abusé et tout. Toi, tu vas le jour où il meurt. Oui, j'avais prévu qu'il allait mourir, effectivement. Mais ouais, effectivement, pendant toute la visite, je crois qu'il est décédé dans l'après-midi, donc. On a appris la news dans l'après-midi en tout cas, et c'était un peu bizarre. Mais, déjà, quand il y avait eu là, le Potter Reunion, il avait fait une apparition. Il avait un discours un peu. Il avait l'air fatigué. Hein. Il avait l'air fatigué, déjà. ouais. Il était déjà malade. Ouais. Puis il disait le personnage d'Hagrid me survivra, c'est quelque chose dont mes enfants, mes petits-enfants. Et tu disais, de toute façon. mais tu n'es pas mort, Hagrid. Et en fait, Mais c'est vrai que là, il y a Snape, Rogue, qui est décédé. Du coup, maintenant. Narcissa. Qui joue aussi dans Peaky Blinders, je ne sais plus le nom de l'actrice. Oui. Mais qui jouait la Hélène McCrory, il me semble. Voilà. Oui. Bien joué. Mais en plus, Rogue et donc Narcissa a les deux cancers, donc vraiment trop cool. Et là, s'il était malade. Après, 72 ans aussi. Pitié, pas McGonagall. Quand je la vois en tweet dans ce temps, en tendance Twitter. C'est pareil, depuis Sister Act, mine de rien. Donc, c'est vrai qu'elle était dans. C'est la mère supérieure. Exactement. Elle était déjà vieille à l'époque. C'est vrai. Elle dans Hook. C'est la Drucker. Grand-mère Wendy dans Hook. Drucker des films. Mais c'est pas hier, je suis tombé sur. Alors Maggie Smith, elle a 87 ans, nous dit Paul là. Mais je suis tombé hier sur Retour vers le futur. Alors c'était le 3e. Oui. Et le mec qui jouait Doc, non, alors il y a eu la réunion des deux, mais c'est surtout le mec qui jouait Doc, il a tout le temps eu l'air vieux. Bien sûr. Alors que là, il est vraiment. Il est né avec 40 ans. Il est né vieux. Il y a des acteurs comme ça qui ont toujours été vieux. C'est vrai. Sean Connery, il a pris un coup assez rapidement aussi. Ouais. Il y a vraiment genre James Bond et après. Rock. Il n'y a pas trop le. Un peu compliqué. Écoutez, c'est tout pour les news aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter la rubrique news du site allociné.fr si vous voulez plus de news. En attendant, on va se lancer dans pas un débat, mais on va s'écharper joyeusement avec le côté sur côté aujourd'hui dédié à Jurassic Park. 10 minutes top chrono pour parler de Jurassic Park et j'ai déjà envie de vous répartir dans deux camps, peut-être. Est-ce que y a quelqu'un sur ce plateau qui considère que Jurassic Park est surcoté ? Non, mais personne peut. Mais qui dirait je sais pas, donc non, personne ici. Non, désolé. On fait plus partie de la team comme quoi le film mérite son succès. Après, ouais. 100%. Moi, je pense que c'est sous-côté. Ouais, c'est encore. C'est abusé, ça n'a pas le succès mérité. Les gens ne connaissent pas assez ce film. Non. Jurassic Park, On 1900. parle que du premier. On parle que du premier, parce que là. C'est bien précisé. Voilà. Joey, tu fais bien, On sait jamais. T'aimes pas les T-Rex transparents? Ça a vécu. Non, parce que là, les derniers, c'est pas pareil. Moi, j'ai refusé d'aller voir le dernier. Alors que je suis ultra fan, hein. Vraiment, c'est mon film. Il est en refus catégorique. Et vraiment, les premiers retours ont commencé à arriver. J'ai fait, mais il y a quand même tous les acteurs que j'adore et tout. Je fais, ben non, en fait, je prends cette décision. Je ne découvrirai pas ce film. Voilà, pareil, je l'ai pas vu. Jurassic Park, le film original, en québécois, le parc Jurassique. Hein. Ça ne s'invente pas. Scénario de Michael Crichton et de David Koepp, réalisé bien sûr par Steven Spielberg. Musique de John Williams, sorti en 93. Et Thomas, quand on préparait l'émission, tu me disais c'est ton film préféré. C'est mon film préféré. Donc pour toi, c'est pas ah non, c'est sous-côté. Il y a 2-3 personnes sur la planète qui l'ont pas vu. C'est pas possible. Il faut rattraper ça. Non, c'est un film. Je pense. En fait, quand je dis que c'est sous-côté, il y a peut-être un peu de. C'est à la fois ironique, mais en fait pas tant que ça, parce qu'on le considère un petit peu comme un film de monstre qu'on classe entre Godzilla et King Kong, et voilà, c'est un film de monstre. Et en fait, c'est d'une richesse infinie, ce film.
Ça parle de plein d'autres trucs que les dinosaures en fait, des limites de la technologie qu'il faut de la recherche, de la science, de l'éthique. Voilà, exactement. De la parentalité. Mais exactement, et aussi mais même c'est une métaphore du cinéma quoi. Et c'est pour ça que je pense, même que t'as eu raison en soi de pas voir le dernier, mais quelque part ils sont allés jusqu'au bout du délire en disant. Enfin voilà, le dernier, c'est un peu la démonstration de la leçon que nous donnait le premier film, c'est de pas jouer avec la nature en fait. Petit sondage lancé sur le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez que le succès de Jurassic Park est mérité ou si le film est un peu surcoté. Je vous cache pas qu'il y a quand même un des deux camps qui se détache. Oui, on est sur du 85 pour 15 pour l'instant. Gigi, Jurassic Park. Jurassic Park, moi j'ai vu évidemment quand j'étais gamin et c'est un film qui a accompagné quand même ma jeunesse, si je puis me permettre, avec toujours cette scène bien en tête d'un homme dans les toilettes qui se fait Gennaro. Je m'en souviendrai toute ma vie. Mais en fait, je pense que ça a marqué aussi parce que comme j'étais jeune, tu sais, quand t'es jeune, souvent t'aimes bien les dinosaures, t'apprends. Moi, ma fille, là, elle a 5 ans, elle adore les dinosaures, etc. Donc, je pense que ça jouait aussi là-dessus. Et de te dire, que au premier visionnage, quand t'es gamin, tu dis putain, mais peut-être que c'est possible. Tu vois, le truc. Oui, est-ce qu'on pourrait pas faire ça ? Je trouve que le film a pas trop mal vieilli globalement. Après, si on est évidemment, voilà, les plus jeunes peut-être hurleront de certains effets, mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'ai bien aimé la saga en général. J'ai redécouvert ça avec Jurassic World aussi par la suite. Même si c'est pas forcément ce dont on parle aujourd'hui, mais j'ai trouvé qu'ils avaient su assez se renouveler. C'était un bon divertissement, mais on reste très très loin de la masterclass quand même du premier. Donc moi, je trouve pas que c'est surcoté. Cela dit, c'est pas forcément totalement mes ambiances en général. Je trouve que c'est un très bon film, c'est un très bon divertissement. Il y a pas mal de points évidemment qui sont abordés. Après, c'est pas, je le mettrai pas dans mon top 5 all time, tu vois. J'ai d'autres critères, c'est pas ma sensibilité en tout cas. Mais oui, c'est toujours un grand plaisir de le regarder. Et j'attends un peu pour le regarder le faire regarder à ma fille parce qu'elle adore les dinosaures. Elle a pas encore vu, mais elle est un peu jeune. Ouais, donc elle a 5 ans, donc je crois qu'elle est un peu trop tôt. Mais je sais que c'est un film que je lui montrerai, voilà, parce qu'il y a des petites images quand même un peu sympa. Mais c'est dur de jauger, tu vois, ce que tu peux voir. On lui a fait regarder Harry Potter 1 il y a pas si longtemps. J'ai dit on s'arrête là, on fera pas les autres pour l'instant. Mais elle aime bien, donc c'est ok. Mais ouais, pour moi, c'est quand même une masterclass, quoi, effectivement. Marie, Jurassic Park. Pareil, j'ai pas vraiment eu le choix parce que j'ai un frère qui est devenu paléontologue suite à justement à l'engouement. Lui, c'était son rêve. Ça l'a un peu influencé. Ça l'a un peu influencé, donc on a littéralement grandi avec Jurassic Park à la maison. Et c'est vrai que, comme vous disiez, il y avait cette dimension un peu et si c'était possible. Avec juste un fossile et juste un moustique, on pourrait recréer ce monde-là. Donc déjà, et de la diète de grenouille. Oui, il y avait vraiment cette dimension. Oui, c'est vraiment parti d'un truc un peu nul. Je trouve que ça a bien vieilli. Ça a été renumérisé en 2013, mais au demeurant, je trouvais que c'était quand même très très bien. Et je suis très très fan de Jeff Goldblum. Donc, oui, quel acteur de génie. Voilà, le mec fait la mouche en 86 et il revient dans Jurassic Park. Enfin, c'est quand même un grand écart. Le film, globalement, je trouve qu'il n'utilise pas trop. Enfin, je sais pas comment il a été fait exactement. Je suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus utilisé des techniques d'animatronics, en tout cas ce qu'il fait à l'époque, et de maquettes, etc., et pas de FX. Ce qui fait que quand tu vois le film, tu dis ok, ça peut être crédible. Et je sais pas si vous avez l'occasion de voyager. Bon, moi, je suis fan de parcs d'attractions, effectivement. Et quand j'ai fait l'attraction Jurassic World il y a pas longtemps à Universal, je me suis dit waouh, je suis vraiment j'ai peur. Le moment où tu montes et t'as le combat entre le T-Rex et tout, j'étais là, gars, faut qu'on trace. C'est vraiment très bien fait et ça donne vraiment un peu l'idée de ce qui a pu être fait déjà en 93 sur le tournage, tu vois. Et pour savoir exactement comment ils ont fait, parce que c'est un mix des deux techniques, je vous conseille la série. Alors c'est Movies That Made Us sur Netflix. Un épisode Movies That Made Us. Et récemment sur Disney+, il y a Light and Magic c'est surtout sur Star Wars, donc le studio, ILM, et il y a un épisode sur Jurassic Park qui est hyper bien fait. Ok, vraiment. Ça se regarde, je pense. 85% évidemment pour côté. Il y avait très peu de suspense aujourd'hui. J'attendais de voir si quelqu'un allait le défoncer, mais non, finalement. C'est impossible. Ouais, c'est pas dur de. Moi, je pense qu'il est dans mon top 5 direct, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est sûr aussi, il y a une. Comment dire ? Moi, je l'ai pas vu si jeune que ça parce que j'ai fait des cauchemars à cause de la bande-annonce du Monde Perdu pendant des années. Ah ouais. Quoi. Vraiment, ça m'a. Et franchement, j'ai dû le voir un peu quand j'étais ado et j'ai trouvé ça génial, quoi. Enfin, tout de suite, ça a été peut-être ce qui m'a lancé dans le ciné même, mon amour pour Spielberg, mais même pour la musique de John Williams et tout ça.
Et ce film, je l'ai revu à plein de moments différents de ma vie et je l'ai revu sur grand écran récemment. Et dès qu'il passe, d'ailleurs, moi, je conseille aux gens, parce que c'est un film qui est pas mal repris quand même dans les cinés de quartier en province, mais aussi à Paris. Et moi, c'est un moment magique à chaque fois où je redécouvre des choses. Le fait de le voir sur grand écran me fait me dire putain, mais j'avais jamais réalisé à quel point ce cadre il était comme ça, ou à quel point la mise en scène ici elle partait comme ça. Et tu le redécouvres quoi à chaque fois un peu. Quoi. Et je le redécouvre. Et là où pour le coup, moi je trouve que le fait qu'on utilise beaucoup d'animatronique ne fait pas vieillir le film en fait. Tu te dis pas oh là là ces effets visuels, on sent qu'on est genre dans les années 90 ou 2000. Enfin il y a quelque chose d'ultra réel en fait. Et j'ai également eu très peur au studio à Orlando, ça m'a terrifié. Mais toi, Orlando, t'as pas fait World, t'as fait. Non, j'ai fait mais j'étais déjà terrifiée. Parce que le World, honnêtement, ils l'ont pas refait à Orlando encore, mais ils l'ont fait à Los Angeles et c'est beaucoup plus récent. Donc il y a un mix de dinosaures, tout ça aquatiques et tout ça. Et franchement, c'est impressionnant quoi. Et c'est vrai que j'ai trop envie d'y aller quoi. Trop envie d'y aller. À Osaka, il y a des dinosaures qui se baladent. Il y a les fly aussi. Mais voilà, mais ce qui est cool, c'est que tu sais que c'est des humains dedans, mais t'as pas les jambes. Tu sais, c'est pas un costume. Non, ils sont vraiment c'est des dinosaures qui se baladent. T'as des petits chariots avec des œufs dedans et des nerfs à côté. Et t'as vraiment l'impression d'être dans un Jurassic Park quoi. C'est vraiment hyper immersif. C'est quelque chose à faire. À Orlando, on m'avait donné l'œuf dans les mains. Tu sais, il y a une espèce de resto qui est exactement comme celui du film. Et j'avoue que j'avais été un peu émue quoi. Enfin, il y a un truc. Petite émotion quoi. C'est un morceau de carton, c'est formidable. Mais, alors, pour le coup, moi, je fais partie de ceux qui l'ont vu au cinéma quand il est sorti en 93. Déjà 40 ans à cette époque-là, on se souvient. J'ai déjà mon bac. Hein. Et non, mais j'aime beaucoup avoir comme date. C'est un gimmick que j'ai récupéré notamment de Karim Debache. Qui situe la filmographie, le cinéma en général. La chronologie à partir de Jurassic Park. De 93. Tu vois, c'est avant ou c'est après. Tu vois, tellement que c'est une date importante. Mais c'est vrai que c'est une date importante parce que c'est avec Terminator 2 l'année d'avant, le film qui fait rentrer vraiment donc ILM, qui était déjà connu pour Star Wars et quelques autres réalisations, mais dans le moment où les effets pratiques perdent vraiment leur superbe. Pour aller vers le tout numérique. Et c'est vraiment un film charnière autour de comment on fait des films à Hollywood. Et donc voilà, rien que pour ça, en dehors de ce qu'il raconte, parce que vous avez déjà tout dit, hein, évidemment, il est aussi important pour ça. Je crois qu'on est arrivé au bout. Paul, tu m'as pas mis le chrono, mais... vous étiez tous d'accord. Ok. Du coup, je vous propose de passer à notre dossier du jour. Gros dossier, puisqu'on va faire notre débrief garanti 100% spoiler sur Les Anneaux de Pouvoir, la série Le Seigneur des Anneaux de Amazon Prime Video. On va se retrouver juste après une petite bande-annonce. Jingle. Retour en plateau et on fait une petite nouveauté. Voilà, on essaye des trucs. N'hésitez pas si vous avez Twitter à nous rejoindre, si vous êtes en direct bien sûr, pas sur le replay, mais sur Spaces sur Twitter. Voilà, comme ça vous pouvez nous écouter en parallèle. Voilà, et puis n'hésitez pas à nous faire des commentaires sur du coup Twitch. Petit tour d'horizon avant de rentrer dans le vif du sujet. Déjà, si vous deviez donner une note sur 10 à la série, à la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, combien vous donneriez, Marie ? Dans la globalité, ça inclut le rythme, l'écriture, la réal. Note globale et après on va rentrer dans le détail un peu. Ok, d'accord, je dirais un bon 8 sur 10. T'es sur un 8 sur 10 ? Ouais. Gigi ? Avant aujourd'hui, j'aurais été un 8 sur 10, mais ce serait un 7. Ce sera un 7. Donc le dernier épisode qui est un peu déterminant pour toi. Le dernier épisode, on va en parler, mais il est très stack. Thomas ? J'ai toujours un peu de mal avec les notes, je sais pas, mais ce serait aux alentours de 4. Plutôt 4. Plutôt 4. Juliana, tu es enthousiaste. Moi, je serais plutôt sur un 7. 7. Ouais. Oh là là. Donc 8, 7, 4. Et toi, 4, Menro Et moi, je suis... J'avais déjà publié des premières notes des premiers épisodes sur Twitter. On était sur du 7 au début. On était sur du 7, 8 même, avec l'introduction de Hadar et des orques. Mais il y a eu l'après. L'après-épisode. Et l'après, je chute un peu. Donc je pense que ma moyenne, elle est plutôt autour de 5, sans mentir. Ça reste la moyenne. Ça reste la moyenne. Il y a des choses que j'ai appréciées et il y a des choses qui m'ont fait... hurler. Oui. Alors, je tiens à préciser deux choses. Il y a évidemment tout ce qu'on peut avoir quand on est fan comme moi de l'univers, et je pense que, je suis pas le seul, loin de là. Mais j'essaie de sortir ça de ma tête et juste de voir la proposition en tant que telle. Donc, n'hésitez pas aussi à nous dire sur le sondage
sur Twitch, alors j'y arrive pas, sur Twitch, pour savoir votre note, en sachant que 1 c'est la pire note et 5 c'est la meilleure. Du coup je vote à 3, pour avoir les résultats. Voilà, comme ça on est au milieu. Et moi je vote à 4. Hop là, n'hésitez pas à voter si vous le souhaitez. Hop là, et on revient. Donc premier truc, c'est que on va spoiler franchement toute la série, voir un peu de ce qu'on peut anticiper avec la saison 2. On va être mollo là-dessus, mais voilà. On va commencer par parler de ce qui a mis tout le monde d'accord, je pense, par contre. C'est qu'il y avait du budget et que ça s'est vu à l'écran. Ouais. Juliana. Bah non, mais c'est que les premiers épisodes, t'as vraiment l'impression qu'on te gifle avec des liasses d'argent, quoi. Tellement il y a d'argent à l'image, mais tant mieux. Enfin, moi, j'avoue que ça m'a complètement aussi, ça a participé au fait que je sois complètement dedans dès le début. Enfin, j'ai retrouvé aussi une ambiance des films du Seigneur des Anneaux qui n'était pas aussi moche que les films Le Hobbit, parce que je trouve que le film Le Hobbit a un espèce de voile d'étalonnage qui me plaît pas du tout. Là, j'ai vraiment retrouvé une image, une mise en scène et une musique qui est très cohérente avec ce que j'avais aimé du Seigneur des Anneaux il y a des années. Au-delà de ça, j'ai appris à me détacher de ce Seigneur des Anneaux pour embrasser cette nouvelle série Rings of Power que je trouve assez différente au final dans plein d'aspects, mais tant mieux. Je trouve ça intéressant de proposer quelque chose d'autre. Qui soit cohérent et dans la continuité de ce qui a déjà été fait, mais très très beau, très beau. Moi j'ai beaucoup aimé les costumes. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus ou moins, qui ont trouvé ça plus ou moins beau. Moi j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Les accessoires, le plastron avec le visage en bois, enfin l'armure un peu en écaille de la reine. Enfin, il y a vraiment beaucoup de belles choses, je trouve, dans cette série. Et j'ai beaucoup aimé cette lumière qui est ou cette obscurité d'ailleurs, puisqu'on joue beaucoup entre les deux, c'est forcément le Seigneur des Anneaux. Mais j'ai trouvé ça très réussi à ce niveau-là. Voilà, très emballé sur l'aspect visuel. Donc la Nouvelle-Zélande, évidemment, là, on la voit derrière vous, toujours aussi fantastique. Marie, de ton côté, toi, t'es fan du Seigneur des Anneaux de base ? J'aimais bien la trilogie Jackson, j'ai préféré le Hobbit, désolé de le dire. Non, mais j'aimais bien, mais j'avoue que je me suis véritablement prise de passion pour pas usurper non plus les privilèges que m'ont offert Prime Video en assistant notamment au panel Rings of Power et à la première à Londres. Moi, j'ai été particulièrement scotchée et comme tu disais, on a pris des gifles de liasses de billets dans les deux premiers épisodes qui ont été réalisés par Bayona et franchement, il y a quand même une inégalité dans les épisodes, je trouve, en termes de rythme, mais aussi en termes de direction. Il y a une scène particulière entre Finrod et Galadriel, qui sont frères et sœurs qui parlent au crépuscule. Quand on sait la difficulté de diriger des acteurs sur une si petite fenêtre, que t'offre déjà une météo et puis le temps qui passe, de savoir que Bayona a mis vraiment à cœur de tourner des scènes sous une temporalité vraiment précise, à des moments précis de la journée, etc., avec un enfant aussi, et ça, il faut se le dire. Je trouve qu'il y avait une vraie volonté de faire du beau, et comme tu disais aussi, et ça, ils l'ont largement mis en avant, notamment avec les affiches qui teasaient la série, les costumes, pour les avoir vus en vrai, ils sont incroyables. Numénor, on n'avait jamais eu de représentation. On l'a eu, on l'a prise de plein fouet. Le détail qu'il y a sur absolument tous leurs costumes, on peut pas dire que c'est pas beau, c'est pas vrai, quoi. Après, il y a plein de choses à redire. Moi, personnellement, ce qui me gêne, et c'est pas le premier truc qui saute aux yeux, c'est parfois la direction sur les figurants. T'as des figurants, des fois, qui regardent pas. Et t'as la sensation que ça a été fait dans certains épisodes assez vite, ou qu'ils n'ont pas été dirigés parce que peut-être qu'il y avait trop de travail à côté sur d'autres aspects. Mais c'est plus ça qui m'a un peu sorti de l'histoire à certains épisodes. Gigi, sur le côté, ça claque. Bah moi c'est tout ce que j'attends d'une série en fait, c'est-à-dire que chaque épisode c'est pour moi un film, c'est un budget colossal comme on l'a dit, on l'a pu le voir. Ouais, sur ça, en fait, c'est impossible d'être déçu. Il y a bien un truc qui met tout le monde d'accord, c'est qu'effectivement, c'est magnifique. Après, bon, il y a peut-être des points de détail pour certaines choses. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Après, en termes d'histoire, de lore et tutti quanti, je suis pas un énorme aficionados du Seigneur des Anneaux. J'ai vu les Hobbits, j'ai vu le Seigneur des Anneaux, et en fait, c'est par le prisme de la série que j'ai commencé à m'intéresser en fait au Silmarillion et puis en fait à tout le lore derrière pour voir un petit peu. Et c'est aussi en ça que j'ai vu que pour la série, ils ont les droits du Hobbit et ils ont les droits du Seigneur des Anneaux. Ils n'ont pas les droits du Silmarillion, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de nom des Anatar et tout ça. En fait, ils n'ont juste pas le droit. Donc, effectivement, il a fallu peut-être composer avec certaines choses. On a des persos qui n'existent pas. Je pense à Hadar, et qui pour moi
en fait un vrai plus. Enfin, j'ai trouvé le perso très intéressant, il est très bien développé. Ils ont rajouté des choses. Après, il y a des choix effectivement dans le scénario qui peuvent être, je pense, pour les fans. Et toi, tu vas nous en parler parce que toi, tu es un zinzin du Seigneur des Anneaux, donc qui peuvent peut-être faire hurler un petit peu. Après, sans avoir lu totalement, en m'étant renseigné, en regardant les résumés, comprendre aussi le monde de Tolkien qui est hyper vaste et compliqué. Il a créé des langues. Enfin, c'est difficile. Moi, il y a des points que je trouve extrêmement bizarres. On en reparlera. Et surtout, il y a des choses, on n'y croit pas. Ok, là ils vont dire, gars, tu crois, ça n'existe pas les hobbits? Oui, merci, mais je veux dire, il y a des choses, on n'y croit pas, même dans le monde dans les règles qui nous est proposé. Exactement, il y a des choses qui me semblent bêtes, enfin idiotes. Il y a alors après ça c'est dur à jauger à chaque fois, mais tu sais, des rapports de force, des mecs qui ont des pouvoirs de fou qui se font battre, on leur jette des cailloux. Gars, on va en parler après, ça m'a rendu fou. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui des fois te sortent un petit peu, mais au global. Moi j'ai passé un très très bon moment quand même sur la série. Un peu déçu peut-être de ce dernier épisode qui sert un peu de fourre-tout. Ils se sont dit, ah mais les gars, merde, il nous reste un épisode, ben on met tout. Et là tu manges trop sans avoir du lean et tout ça, ça dégage. Enfin, c'est mal dosé et je trouve qu'entre l'épisode 6 et l'épisode 7, il y a peut-être eu un souci où l'épisode 6 ça mettait un petit coup de collier, on dit on y va, on met du rythme. Et épisode 7, rompiche. Donc voilà, il y a eu peut-être des soucis au niveau de l'écriture, mais globalement, faut pas non plus déconner. Moi, j'ai pas trouvé ça abominable. Donc non, c'était j'ai passé un très bon moment. C'est moi pareil, j'étais content de retrouver la série à chaque fois, avec toujours à cœur cette envie que ça m'emporte. Thomas, de ton côté, on a fait plusieurs podcasts sur Allociné pour parler de la série, au début, au milieu, à la fin. Au final, tu étais le moins enthousiaste autour de cette table. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi dans les grandes lignes? Alors, on est d'accord sur la forme. En tout cas, ça, on en avait parlé au début et tu es témoin. Au début, j'étais plutôt positif et j'avais envie de donner une chance à cette série. Et elle en mérite encore une aujourd'hui. Je n'ai pas laissé tomber, mais sur la forme, on est totalement d'accord. Là, vraiment, la mise en scène de Bayona, ça se ressent. Vraiment, il y a des compositions de plans qui sont incroyables. Je suis un tout petit peu plus mitigé sur la photo, que je trouve plus proche du Hobbit, moi, personnellement, mais un peu moins dans le réel, je trouve. Un peu moins ancré dans le réel, mais ça s'explique parce que c'est une époque un peu plus antique. Il y a moi, les scènes que je retiens le plus, c'est avec les costumes, etc. Et la bande originale aussi, qui est somptueuse. C'est les arrivées dans les villes comme Khazad-dûm et comme Númenor. Alors là, c'est vraiment ce que je voulais voir. C'est trop bien. Ça, c'est vraiment les moments où j'ai eu les frissons. Et après, voilà. Donc sur la forme, on est d'accord. Vraiment, pour moi, c'est en plus. On revient en Terre du Milieu, c'est ce qu'on voulait depuis longtemps. Moi, ça, personnellement, à chaque fois que je peux me balader sur les chemins de la Terre du Milieu, ça me va. Mais c'est le fond qui est un peu plus problématique à mes yeux, où je ne me suis pas retrouvé, en fait, même si visuellement j'étais en Terre du Milieu, dans l'esprit, moi, je ne me suis pas retrouvé chez Tolkien, en fait. Et c'est le problème que j'ai. Et je ne sais même pas vraiment comment le définir et comment l'exprimer avec des mots, mais en fait, c'est une question d'âme et de souffle que je reconnais quand je vois du Tolkien, quand je lis du Tolkien, et dans les films de Peter Jackson, j'avais cette âme et j'avais ce souffle, et là je l'ai pas eu, et peut-être qu'il y a plein de petites raisons qui expliquent je sais pas, les jeux d'acteurs, les scénarios, les intrigues, les sous-intrigues, mais c'est pas une question de titillage de fans ou de petits détails. Je me dis c'est le Mithril, ça arrive pas comme ça, Hadar n'existe pas, mais ça pour moi c'est des détails, et effectivement ils étaient obligés de créer ces choses-là, mais ça m'aurait pas dérangé s'il y avait eu ce souffle derrière, en fait. Et je suis désolé, en plus je le cherchais. Tu manques un peu de lyrisme, d'épique, de trucs comme ça. Ouais. C'est ça, et c'est quelque chose même de difficile à exprimer, mais quelque chose de global, quoi. Mais est-ce que ce lyrisme, il n'est pas plus présent au début de la saison, et ce côté épique un petit peu, enfin, moi je repense beaucoup à la mise en scène du début, mais avec ces scènes ralenties. Enfin, je trouve qu'on est, en fait, on est dans quelque chose effectivement de plus efficace, mais que je relie à ce que tu dis sur la fin de la saison, où on a envie de raconter plein de choses très très vite, et on prend moins le temps de créer des espaces de zones un peu épiques, un peu grandioses, même s'il y a des scènes, il y a des choses très impressionnantes dans la fin de saison, je dis pas le contraire, mais en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre aussi qui s'est créé comme ça dans les intrigues et dans la façon de présenter les choses? Alors j'ai une question, justement, on en parlait en off, mais il y avait donc 2 showrunners, donc c'est le premier job quand même. Ça, c'est un beau premier job pour c'est un scénariste. C'est un premier job, la série la plus chère de l'histoire. Tiens, voilà, pas mal. Le stage. Qui sont 2 petits protégés de J.J. Abrams notamment, et
on leur a peut-être reproché d'être plus des dispensateurs du lore que de vrais scénaristes avec tout ce que peut comporter le fait d'avoir un rythme, des logiques pour t'accrocher en fin d'épisode, etc. Toi qui es scénariste, est-ce que t'as pas... L'écriture a souvent été critiquée justement, donc... L'écriture, après... c'est quand même un gros taf, on va pas se mentir. Je pense qu'en plus avoir ces enjeux-là, de reprendre une licence comme ça et d'en faire une série pour essayer de contenter le maximum de gens qui aiment déjà Tolkien et ou qui ne connaissent pas, qui idolâtrent aussi, c'est ça. Qui idolâtrent, mais je pense que leur but c'était aussi d'aller chercher des gens qui n'ont pas lu, qui n'ont pas forcément vu les films, c'était aussi de ramener le plus grand nombre. Et c'est toujours un peu malencontreux. Et en termes de rythme, oui. En fait, ils sont partis sur une dynamique où il y a effectivement plein de fils différents. On va avoir les nains et Elrond d'un côté. On va avoir effectivement Galadriel et Elrond de l'autre. Et puis les hobbits. Il y a vraiment une espèce de choix en fait de partir dans plusieurs intrigues de cette façon. Et il y a des épisodes où on n'a carrément pas certains personnages, mais moi je trouve ça chouette parce que je trouve que ça renoue avec quelque chose de sériel et que pour le coup c'était évident qu'il fallait se diriger vers quelque chose comme ça pour une série, parce que je trouve que quitte à le faire, autant le faire sur un format de 8 épisodes, de plusieurs saisons, quoi. Ça m'aurait saoulé d'être que d'un côté ou que de l'autre, ou de rester sur 2 intrigues principales, intrigue A, intrigue B, intrigue C, ça c'est... Donc moi je trouve ça intéressant ce qu'ils ont proposé. Après dans la mise en place, il y a plein de... Ouais, il y a plein de petits couacs en fait à droite à gauche, et en même temps il y a des épisodes qui m'ont soufflé. L'épisode de la destruction, en tout cas de la clé qui tourne et de la destruction totale. Moi j'étais vraiment, je me suis dit putain, ils ont fait ça quand même. Épisode 6, je crois. C'est l'épisode 6. C'est ça, fin d'épisode 6, je me dis putain, c'est intéressant quand même de faire ça en épisode 6 justement. Qu'est-ce qu'on va nous raconter dans ces 2 derniers épisodes. Je trouve qu'en tout cas, je suis pas d'accord avec les gens qui disent que ça prend aucun risque, parce que je trouve pour le coup que ça y va, qu'on nous propose aussi des nouveaux persos à qui on s'accroche ou on s'accroche pas d'ailleurs, mais qui proposent autre chose. Et oui, c'est pas une écriture parfaite, et en même temps, c'était une mission impossible. C'est dur. Moi, il y a ce fameux plan là, ce moment culminant où la montagne rentre en éruption. Bon voilà, on a dit qu'on spoilait, donc on y va. Oui. Je me suis fait un petit peu bait dans le sens où les galeries, je pensais que c'était pour que les orques n'aient pas la lumière. Au final, c'était pour détourner l'eau. Ouais. Par contre, autant je trouve que rajouter de l'eau pour aller faire l'éruption, c'est une bonne idée. Ça existe scientifiquement, c'est possible, il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, j'ai un vrai problème, c'est l'épée. L'épée là qu'on nous vante depuis le début, qui sert de faire un interrupteur. Dans un sous-sol de grange. Alors qu'il suffisait de casser le barrage. Oui. Et ça, tu vois, c'est ce genre de truc que moi. Oui, mais t'aurais pas eu toute l'histoire sur Théo, l'adolescent torturé. On s'en bat les couilles de lui. Ah mais non, mais je suis d'accord. Qu'on en a rien en fait de Théo. Tout l'arc avec Théo, Arondir et Bronwyn, rien à foutre, quoi. Vraiment rien à foutre, ils sont pas dans le dernier épisode, j'étais contente. Et pourtant, c'est les phases qui se passent dans les terres du Sud. Ouais. Et oui. Ou techniquement au cœur du mal, tu vois. Oui, mais c'est ça. C'est sans doute celles qui ont le plus de tentatives d'essayer en mise en scène de faire des trucs. Il y a un plan séquence de cache-cache. C'est le seul endroit où il y a plusieurs scènes de bataille avec des escarmouches. Il y avait certains trucs pas mal. Il y avait des trucs quand même. Le travail sur les orques, tout était incroyable. Même les chihuahuas là, horribles, dégueulasses. Non, il est bien fait, mais le chara design n'est pas beau. Ouais. Bah, mais techniquement, il est bien, mais oui, après il est immonde, quoi. Mais c'est juste, je me suis pas attachée au personnage. Là où j'ai été plus touchée par Elrond, par exemple, qui, on le rappelle, est un semi-elfe. Il a fait le choix de l'immortalité. J'ai trouvé quelque chose de très humain dans son jeu. J'ai adoré le prince Dorin et la relation aussi avec son père. J'ai aimé. Il y a beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes. Et comme tu le disais, ça se prête à un format de série, d'avoir vraiment de l'exposition sur toutes ces communautés, entre guillemets, et ces races et leurs histoires. Mais j'avoue qu'il y en a qui m'ont plus intéressé que d'autres. Et il y en a qui m'ont tellement désintéressé. Clairement, Théo et sa mère, rien à battre. Que du coup, je pense que ça m'a perdu en route. Et s'il n'y avait pas eu autant de temps sur Bronwyn et ses plantes là... Et peut-être un peu plus sur la Forge des Anneaux. Peut-être un peu plus sur la Forge des Anneaux, qu'on voit vraiment 1 minute. Halbrand, tu vois, qui est censé... là, on est carrément dans le spoiler, on est d'accord ? Ah non, mais on y est. Hein. Tu vois, qui est censé murmurer à l'oreille de Celebrimbor et le manipuler, etc. Tout ça, c'est presque un peu zappé et ça en a souffert, je trouve. Ah si, il le fait, mais ça va super vite, quoi. Bah, hyper vite. Frérot, ça fait un alliage. Voilà, un alliage, la truc, elle explose 2 secondes après, elle est... en fait, c'est le rythme qui me l'a posé problème. C'était compliqué de le faire s'étirer aussi, parce que du moment où tu comprends un peu qui est Halbrand,
Halbrand, bah tu peux pas non plus tirer cette espèce Sur de la corde, révélation pendant 3 épisodes non plus. Enfin, y parce qu'ils ont voulu jouer le rôle de la révélation. Exactement. Oui. Et c'est ça que je reproche moi à la série. Après, Il y avait mieux. après c'est un parti pris de départ de se dire. Enfin moi j'avoue que j'étais un peu genre bon bah c'est lui Sauron, non c'est lui. Ouais. Et bon et apparemment quand t'as un peu lu, moi j'ai pas lu les bouquins, mais il y a quand même des gros clignotants et des gros indices sur le fait que c'est Halbrand. Enfin, c'est... En vrai, Captain Popcorn, qui est genre un des plus grands spécialistes Tolkien, tu vois, en France, en tout cas dans notre milieu, jusqu'au bout, il s'est quand même posé la question. Il avait des très gros doutes dès l'épisode 5-6, mais le fait qu'ils aient réussi à interroger des gens, même de la Tolkien Society, tu vois, qui étaient référents sur la série, la plupart ne l'étaient pas. Certains se sont posés des questions jusqu'au bout, et en ça, c'est un tour de force aussi, tu vois. Alors ça, c'est au début, pardon, Non, vas-y. Au tout début, moi je trouvais ça, en fait, ça faisait partie des avantages, des grands avantages de la série, d'avoir vraiment ces mystères. On voulait vraiment savoir qui était Gandalf, est-ce qu'il y avait Gandalf dans la série, qui était Sauron, vraiment tout ça, toutes ces intrigues entremêlées. Et en fait, au final, je me rends compte que je sais autant le côté sériel, plusieurs peuples, là je trouve que c'est logique et c'est pertinent. Mais alors le fait d'emberlificoter les choses et de créer des surprises, et Sauron est là, non en fait il est pas, ce côté très série aussi qui peut très bien marcher dans d'autres séries, là sur le Seigneur des Anneaux je trouve que ça ne fonctionne pas avec le thème, parce que le Seigneur, en fait t'as pas besoin de te demander où est le bien, où est le mal, où est le méchant, où est le gentil dans le Seigneur des Anneaux, tout le monde un peu gris. Franchement, épisode 1, c'est Halbrand, tu dis qu'est-ce qu'il fout là, c'est Sauron. Mais on te le cache pas non plus. Mais je veux dire, pour moi, ils ont créé des faux suspens. Oui, l'étranger ne sert qu'à Désolé, l'étranger, dès le début, t'es en mode, ok, on espère que c'est pas Gandalf, mais à mon avis, c'est un Istar. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas ils ont pas les droits. Les frères, ils ont pas les droits, donc ils ont dit, on va faire quoi ? On va créer un truc à Rune là-bas, puisque Tolkien n'a jamais écrit dessus. Comme ça, on a le champ libre, et puis on fait un des deux mage bleu, tu vois. Et moi, dès le début, je pense que c'est ça. Bah, je pense que c'est ça. En vrai, je pense pas que ce soit Gandalf. Jusqu'à ce qu'il fasse de la glace, moi je me suis dit c'est un Balrog. Depuis le début, je pense que c'est Gandalf. Why not, quoi. Moi aussi, ça n'a pas de sens si c'est Gandalf. J'avoue aucun que sens. plus là-dedans, mais... C'est vrai, si c'est Gandalf, moi je trouve ça hyper moi, je me fous en l'air. déceptif. J'ai toujours tendance à espérer qu'ils nous ont encore bait à la fin. Mais et que le vieux, c'est autre chose. Cette amitié pied velu, grand monsieur, c'est quand même assez clair. Alors justement, Trop peut-être. En fait, Gandalf ou Sauron sont de même nature divine, ou tu vois, dans le légendaire de Tolkien. Et du coup, pendant très longtemps, je me disais, s'ils nous font un Sauron en mode un peu non corrompu ou bridé pour X raisons de magique qu'on peut sortir du chapeau, d'avoir avant qu'il soit corrompu le fait qu'il hésite entre le bien, le mal, et qu'il aurait pu basculer d'un ou de l'autre. De repentir là en fait. C'est comme ça. dans le lore techniquement. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, plus ou moins. Tu sais, c'est un peu le moment où Morgoth est dead. Et là, il est en mode putain, mais qu'est-ce que je fais ? Je sais pas trop. Sauf que là, ils l'ont utilisé un peu différemment. Mais le moment où ils sont dans la forge et il parle à Galadriel et qu'il lui dit en vrai, j'ai fait des trucs, c'est pas fou. Tu vois, il y a toute cette discussion et il dit un truc hyper important pour moi. Il dit je suis désolé pour la mort de ton frère, tu vois. Et en fait, tu vois, il est désolé. Donc en fait, on sait pas si c'est encore une fois c'est Sauron, il est dans le jeu de la manipulation, ou s'il y a une petite part de vérité, parce que techniquement dans le lore, il y a une situation où il est en repentir, tu vois, pendant quelques temps. Bon après, ça part, on sait ce qu'il fait. Oui, mais effectivement, je trouve que sur ce côté-là, Halbrand, même si c'est pour moi c'était obvious que c'était Sauron, j'ai trouvé que le personnage a quand même été plutôt bien fait, même si sur la fin. Bon, allez, on est un peu rapide et tout, mais il y a des trucs qui n'ont pas de sens. Sa blessure, on sait pas, frère, on sait pas comment il a été blessé. Il fait pourquoi lui, on l'amène. Le galop minute 2 quand il est blessé. Mais c'est ça, on l'amène chez les elfes. Bon, c'est son plan, machin. Pourquoi on n'amène pas la reine chez les elfes alors qu'elle est aveugle ? Mais oui, non, mais il y a plein de choix illogiques. Ah non, on n'aide pas la reine. Par contre, le man, let's go, on y va, on va le soigner. Il y a trop de choses. Honnêtement, le doute qui se posait et qui aurait été intéressant, je trouve, c'est quand Hadar dit à Galadriel, une fois qu'il est retenu captif, il lui dit j'ai coupé Sauron en deux. Moi, j'imaginais vraiment que, en fait, l'étranger était peut-être une forme. Une des formes de Sauron, genre un peu un Horcrux, quoi, tu vois. Mais c'est exactement ça. Et Halbrand aurait été la forme physique, et en fait Eminem, là, les trois prêtresses chelous, auraient réuni les deux. Et c'était une de mes théories. Ça aurait pu être intéressant. L'étranger, c'était le corps de Sauron un peu immaculé, mais avec l'esprit bridé.
l'esprit de Sauron, ça aurait été Halbrand, et que les prêtresses devaient les réunir. Et notamment, quand on voit la statue là où il y a l'épée, il y a un plan qui descend comme ça, et en bas, on voit un mec qui est planté par l'épée dans la roche. Et je me suis dit, c'est un mec en slip avec une barbe, ça ressemble à l'étranger. Why not, quoi. Du coup, si on plante avec l'épée, ça révèle le truc de Sauron. C'est un peu trop jeu vidéo. Ouais, mais tu vois, il y avait vraiment et je me dis, mince, et pourquoi est-ce qu'ils nous auraient pas bait encore une fois, genre en saison 2 ils vont te dire mais non l'étranger en fait je sais pas là pour le coup c'est quand même très très clair avec le reflet dans l'eau quand il perd la galadriel, enfin ça par contre c'était dingue ce plan là effectivement ce plan là était incroyable il y avait tellement Halbrand qui dit à Hadar est-ce que tu me reconnais quoi. Oui. Et le mec non, ok. Et puis j'aime bien aussi. Il y a plein de petits indices, tu vois, qui sont disséminés au cours de. Et puis Bronwyn, tu vois, moi, j'y croyais pas trop. Quand elle lui dit tu es le nouveau roi des Terres du Sud, théoriquement, non, mais il est censé. Si elle le reconnaissait, c'est un moment un peu charnière qui dure une microseconde et c'est assez malin d'un point de vue réalisation. Quand elle vient vers lui, il y a une microseconde où elle pourrait reconnaître, en fait, ou pas reconnaître. Et le fait qu'elle le reconnaisse pas. Tu commences à partir un peu dans la théorie du déguisement, de ce mec est un inconnu. Oui, parce qu'à la base, tu pouvais même imaginer que c'était le père de Théo. Peut-être. Mais de ouf, il y a plein de gens qui pensaient ça. Je pensais moi aussi, et j'avais même théorisé que ce serait pour le coup je me suis trompé, non, je pensais que ce serait l'ancêtre des chevaliers du Rohan parce qu'ils ont les mêmes armures, la même épée. Celui qui vont chercher les Kémodis là, tu parles ou non, Halbrand, je pensais vraiment que ça allait être. Il y en a qui pensaient que ce serait le roi sorcier, enfin tu vois, il y avait quand même plein de bonne vibe Aragorn aussi quoi, enfin ils ont pris des comédiens qui ressemblent quand même. Il y a vraiment. Oui, mais en version plus wish quand même. Oui, bien sûr. Non mais alors Vigo. Non mais Vigo, Charlie Vickers pour l'avoir eu en face de moi, je peux te dire, il est pas mal. Oui, bon, après, on les a pas vus en vrai, Marie, c'est vrai. Ils sont pas mal. Ils ont bien joué le jeu, parce que. Ils t'ont rien dit ? Bon, il y en a, ils boivent un coup et ils te disent tout. Typiquement, l'acteur de Durin, lui, il t'a tout balancé sur les 5 premières saisons. C'est bien, c'est que. Genre vraiment, moi je reviens dans tel épisode, le mec, faut pas le faire boire, clairement, mais. Il est proche de son rôle, du coup. Il est vraiment. Le spoiler. Ah, c'est un spoiler. Le Marc Ruffalo. Non, c'est moi, Sauron. Mais par contre, tu vois, l'étranger, il lâche absolument rien, il ne parlait pas. Et alors, autant l'étranger, moi je suis. Voilà, personnage inventé, tout ça, mais par contre, je trouve que l'acteur, il est vraiment bien, sans dialogue, pour incarner un petit peu. Sauf que le switch à la fin, ça va hyper vite aussi. Il se met à parler. À la fin, il s'est parlé. Il a pris un coup sur la tête. Putain, ça l'a. Il a pris son bâton. Après, ces 3 prêtresses hyper efficaces, terrifiantes. Elle se plante déjà. Ouais, alors pas quand on les, j'avoue pas quand on les attaque avec des petits cailloux. Ouais, j'avais. C'était leur grand faible. Ça, du coup, ça m'a un peu rassurée. Mais des moi, plus grands rêves de gloire. Les premières apparitions, je trouve ça très efficace. Enfin, moi, ça m'a complètement glacé, quoi. Des mystiques un peu comme ça, des prêtresses, des cultistes. Oui, c'est un truc qui pouvait. Mais à Rune, on devrait en retrouver des équivalents normalement. Oui, parce qu'elles disent qu'elles viennent de là. Tu vois, techniquement, enfin, c'est là où il y a les étoiles et il est censé se retrouver. Donc c'est pour ça qu'il fait son voyage à la fin avec Nori. Donc j'imagine qu'il va aller vers l'est et que ils vont, pour moi, ils vont développer tout ce qui n'existe pas de Tolkien en disant bah là on peut rien nous dire parce qu'on fracasse pas tellement le travail de Tolkien ou quoi qu'est-ce, parce qu'on crée quelque chose qui n'existe pas, il n'a pas écrit là-dessus. Et moi d'un autre côté je trouve ça cool, moi j'aime beaucoup les adaptations en général. Moi ce que j'aime beaucoup dans les mangas qui sont adaptés en animé et les mangas qui sont toujours en cours de parution, généralement l'anime finit avant et ils font une fin originale, c'est le cas avec Full Metal, mais c'est un truc qui est écrit qui ne tue pas le manga, tu vois, et je trouve ça plutôt pas mal parce que ça te donne, pour moi c'est une adaptation, c'est une vitrine, donc ça va plus te donner envie d'aller lire l'œuvre de Tolkien à la fin. Et si ça fait ça, enfin moi en tout cas ça marchait sur moi, c'est que c'est une victoire, tu vois. Donc après je peux comprendre, il y a des gens qui le vivent différemment, mais moi j'aimerais beaucoup effectivement que cette Istari, l'étranger, soit un des deux qui n'a pas été développé par Tolkien et qu'on aille voir du côté d'Orun et qu'on apprenne de nouvelles choses, qu'on découvre de nouveaux personnages et qu'on voit, parce qu'il est quand même dit, je crois, dans les écrits que tu vois, il laisse planer le doute sur ils ont peut-être aidé à la défaite de Sauron de très loin et tout ça. Donc il y a matière. Pour moi, il y a matière. Il y a deux pistes. C'est d'abord, dans sa jeunesse, Tolkien a écrit comme quoi ils avaient flanché et étaient passés du côté maléfique. Ah ouais, d'accord. Sans doute aussi peut-être que Saruman, qui était parti les retrouver à un moment, les avait fait passer l'arme à gauche. Et l'autre théorie, à la fin, il revenait et dans plusieurs lettres, il expliquait que
ils étaient peut-être même venus au second âge et qu'ils avaient participé à faire baisser les forces de Sauron de l'autre côté, genre le front de l'Est. Mais ça n'a jamais été développé, donc oui, c'est une possibilité. Moi, il y a un truc, on parlait des narrations croisées tout à l'heure. Un des trucs, par exemple, pourquoi est-ce que je suis aussi un peu triste sur cette série, et c'est pas une histoire d'adaptation ou de je connais les livres et tout ça, je connais le kung-fu. Non, en fait, c'est un truc tout con. C'est regarder cet épisode, je crois que c'est le 7, donc on en a déjà parlé. C'est le plus chiant. Outre le fait qu'on commence avec après l'éruption et que tout le monde est à 100 mètres, même pas à 10 mètres autour, ils sont tous paumés, ils prennent des routes différentes, ils s'entendent pas. Mais bon, passons. Il y a quand même à un moment les Harfoot, donc les pieds velus, qui tombent sur les 3 prêtresses. Les 3 prêtresses mettent le feu à leur caravane. On pourrait juste les détruire, hein, mais bon, déjà. Voilà. Mais déjà, quelle idée aussi de faire. Ouh, non, mais on est là. il est parti par là. Bon, après, il y a toute ma famille derrière. N'hésitez pas, vraiment, c'est open bar. Mais c'est surtout que derrière, on passe à autre chose. Ok, une narration croisée. On y revient, et c'est le petit matin, et on a les Harfoot, enfin toujours les pieds velus, qui ramassent les braises et tout ça. Alors il s'est passé quoi? Les sorcières, elles ont fait quoi? Elles sont barrées, ils ont fait un billard, elles ont dit merci. Elles ont foutu le feu, elles vont en trace. Et ça, pour moi, c'est des problèmes qui me On peut supposer de qu'ils les trouvent tellement insignifiants, tellement petits, tellement insignifiants dans ce monde, qu'elles s'embarrassent pas. Elles ont une quête, elles ont une mission. Les meufs, c'est retrouver Sauron, tu vois. Et en fait, ces minuscules êtres, si ça se trouve, elles ne les connaissaient même pas pour eux. C'est des rats. Moi, il y a quelqu'un qui brûle ma maison, j'essaie de lui péter la tronche, tu vois. Non, parce que la meuf fait du feu. Ouais, honnêtement, quand tu vois que tu fais ça avec ta torche, elle fait ça, elle envoie des cailloux. Bah, s'ils avaient su que les cailloux étaient si efficaces, peut-être qu'ils auraient attaqué de suite avec. Je ne sais pas. Non, mais moi, je suis plutôt d'accord avec Marie. Il y a ce truc de, en fait, c'est rien. En fait, c'est vraiment tu crames leur vie comme tu crames leur maison. Exactement. En fait, ça dégage. Tu perds pas de temps en fait dans ta quête, quoi. Mais il y a 2-3 incohérences par ailleurs. Oui. C'est un exemple, hein. Il y en a pas d'autres. L'armure de Galadriel aussi. L'armure de Galadriel, ça fait partie des trucs. C'est des détails encore une fois, mais c'est l'armure qu'elle avait laissée donc dans le bateau pour Valinor. Elle saute pour rejoindre Numénor. Et elle nage 2000 km. Et elle nage 2000 km. Et elle retrouve son armure à l'identique, ou en tout cas une exactement pareille à sa taille quand ils doivent repartir en Terre du Milieu. Axio armure. Oui, exactement, voilà. Après, on sait qu'il y avait des amitiés entre les Numénoréens et les elfes. On peut supposer qu'ils restaient dans un placard, une armure, tu vois. Mais moi, en vrai, un des ressorts scénaristiques que j'ai pas compris, parce qu'on sait ce qui va se passer par la suite, c'est le faux suspense autour d'Isildur. Bon, on sait que le man n'est pas mort, a priori. Alors, est-ce qu'il est pas mort, ou est-ce que quelqu'un va reprendre son nom? Parce que moi, je me suis dit que ça pouvait être ça aussi. S'il y a quelqu'un qui nomme son enfant Isildur et que ça soit pas le même Isildur. En fait, c'est vraiment Isildur, fils d'Elendil. C'est bon, d'accord. En vrai, il est pas mort. C'est que des faux suspens. Oh non, il est mort. Mais non, il est pas mort, on le sait, connard. Non, mais tu vois, c'est qui jouait dans Years and Years, d'ailleurs. Très bonne série. Max Badry. Mais il est dans le prologue de la trilogie de Jackson. Mais bien sûr. On sait qu'il est 100% pas mort. Enfin, il y a plein de trucs. C'est comme quand l'autre il retrouve sa mère et tout ça. Mais on le sait qu'ils sont pas morts. Oh là là, Albrand va-t-il mourir? Non, on le sait, arrête, c'est trop chiant. Moi, je me suis demandé si c'était pas un de ses potes qui allait reprendre son nom aussi à un moment. Et je sais pas, moi, je me suis fait d'autres histoires, vous voyez. Mais c'est là ça que me semble tellement vieux, tu vois, ne pas savoir qu'Isildur ne va pas mourir, et que c'est peut-être justement que la série s'adresse exactement à un très grand public. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça permet aux gens aussi de s'intégrer dans cet univers. En ça, je trouve que ça reste en tout cas, l'intention est très louable. Et oui, c'est vrai que je pense à la génération de mes parents qui ont vu le Seigneur des Anneaux. Je pense pas qu'ils disent mais Isildur, c'était le mec dans le prologue du Seigneur des Anneaux, c'est sûr qu'il va revenir. En fait, je pense que ça s'adresse même à des gens qui n'ont pas vu les films et à la nouvelle génération. Donc bon, en cela, mais quand tu connais bien les films et que tu connais un peu Tolkien, tu te dis bon, il y a vraiment des. Moi, je pense aussi au mot Mordor là qui apparaît à la fin du truc que tu avais repéré. Oui, mais ça, moi, au moment du pilote, il y avait une vue sur les terres du Sud. Il y avait une montagne au fond. Tu fais, il nous ferait pas un petit peu le Mordor quand c'était encore verdoyant avant? En fait, après, en tant que fan, je me dis bon, peut-être qu'il faut que je mette ma passion de côté en me disant bon bah voilà, ça s'adresse à des gens moins experts, peut-être moins attachés. Après, il y a des gens experts qui ont aimé aussi. Moi, c'est une question que je vous pose véritablement. On sait que le Hobbit a eu un petit peu moins de succès critique, en tout cas auprès des fans de la trilogie Jackson. Est-ce que déjà on n'est pas comment dire, limité par le format de la série, où en 8 épisodes
bah, tu peux clairement pas développer de ouf. Et deuxièmement, est-ce que quand tu parles du passé, sachant que tu as déjà vu les événements du futur, est-ce que t'es pas aussi limité d'un point de vue scénaristique ? Si ça avait été une suite en fait de la trilogie Jackson, est-ce que les gens auraient pas été un peu plus parce que là, tolérants, t'es libre, quoi, du coup. T'es totalement Là, ça aurait été libre, un entre truc guillemets. un peu Bon, plus t'es lié à libre. l'œuvre, mais... D'ailleurs, Tolkien avait commencé à écrire une suite qui a jamais été achevée, Ouais. et qui était, enfin, en tout cas, l'ébauche était passionnante. J'ai lu 3 chapitres de. Ça aurait pas qu'ils avaient coûté moins abandonné cher après. d'acheter ces droits-là. C'est Non, pas mais- ce que je veux Après, dire. je vais prendre une autre licence en exemple. Je suis pas sûre que Star Wars, les 3 suivants, enfin les 3 derniers, soient meilleurs que, Que la prélogie. la prélogie non plus. Enfin, je trouve que en fait, pour le coup, c'est intéressant de se poser des questions. Moi, je trouve qu'il ne faut pas tomber dans le fanservice qui était un peu le cas de la série Obi-Wan Kenobi, là, où en fait, tu avais vraiment l'impression qu'on te checkait les cases au fur et à mesure et on te disait ah bah oui, et ça c'est là. Tu n'avais aucun enjeu sur les personnes parce que tu savais exactement Ce qui allait se où passer, ils allaient finir. Mais pareil, Là- Obi-Wan ne meurt pas. Enfin, on le sait. Oui, mais là, je trouve qu'on est quand même à une distance. Enfin, c'est quand même des milliers d'années. C'est 10 000 ans. Oui, c'est avant, ça, quoi. ouais. Enfin, je veux dire, il y a une grosse marge quand même. Donc là, tu sais qu'il peut se passer des trucs quand même, quoi. Voilà, moi j'avoue qu'en ayant vu que les films et en n'ayant pas lu les livres, bah moi le Mordor par exemple, je me suis posé la question, je me suis dit oui ça pourrait être ça, mais comme plein d'autres choses, effectivement il y a à la fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, accorder l'avis des gens qui ont lu et qui sont ultra fans, et en même temps récupérer les autres qui sont ou moyens, Et puis, il y a des choses, tu vois, comment ça se fait que les orques, ils peuvent pas sortir au soleil, il leur faut un écran total là pour tenir, alors que dans Seigneur des Anneaux, le Hobbit, ils ont aucun problème à bouger dehors. Il y a une Ça, pour le coup, il y a une explication. Mais ça, je sais pas. À l'origine, ils peuvent pas. Et au fur et à mesure que les millénaires. Ils ont passent, muté. Genre, ils arrivent deviennent un peu plus forts. peu mieux. Mais Ouais. en vrai, ça se rend pas. C'est pas trop visible dans le film, mais D'accord, normalement dans le bouquin, justement, Sauron envoie les fumées du Mordor pour À chaque au-delà- fois pour les couvrir. voilà. Et par contre, Saruman crée des Urukai et du coup qui eux résistent à la lumière du soleil. Ouais, ils sont. Tu vois, ok. il y a Jusque là, quand t'es lancé au début, j'étais mais pourquoi c'est des vampires en fait Pourquoi ils ne peuvent pas aller au soleil alors que dans le Seigneur des Anneaux, j'ai pas eu l'impression que la météo les gênait tant que ça. c'est parce qu'au fur et à mesure des époques, ça se. Ok. Mais au-delà de ça, je trouve la vraie réussite de la série, c'est quand même d'avoir réussi à m'émouvoir avec des persos, parce que qu'on en aime certains, qu'on en délaisse d'autres, etc. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'émotions dans cette série, que ça soit à travers les pieds velus, mais même la reine, son père, il y a vraiment un truc... Durin et son père aussi. Il y a des choses qui se passent en termes d'émotions, et ça, je trouve ça cool d'avoir une série qui va aussi embrasser ça et qui va pas être juste sur des jeux de politique, de pouvoir, de machin. Et moi, j'avoue que ça m'a plutôt bien plu, quoi. Il y a pas mal de remarques qui ont été faites, alors que chacun porte le même argument, mais pour critiquer la série ou au contraire pour la féliciter. Il y a beaucoup de choses qui rappellent le cinéma de Peter Jackson au niveau des cadrages, des prises de vue, des lignes de réplique Ouais, et de ce genre de choses. Les lignes de réplique, c'est. Vous trouvez que c'était une bonne idée ou c'est un truc qui vous a fait un peu lever les yeux au ciel ? Alors j'ai des exemples si vous voulez, mais Moi, bonne idée en termes de cadrage, ne serait-ce que pour la différence de taille entre les pieds velus et l'étranger. L'étranger n'est pas un géant, en fait. C'est les pieds velus qui sont particulièrement petits. C'est un jeu de vision et de réalisation Mais aussi. tu vois, moi je le ressens pas ça. Parce qu'en fait, c'est tellement acquis qu'ils sont petits que tu t'y fais pas trop gaffe. Mais quand tu t'intéresses à comment ils ont tourné les plans, le fait qu'ils aient mis des décors plus petits autour de l'étranger, des décors beaucoup plus grands autour des pieds velus. Et ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai cette perspective. pas du tout ressenti ça. Autant sur les nains, ça se ressent. Vraiment, je trouve que c'est bien fait. Autant les pieds velus, je suis en mode. Non, le mec est un géant. Alors, moi, je trouve que c'est mal fait. Non, en fait, c'est un humain normal. Hein. Oui, je sais. Mais on le sait, tu vois, parce qu'on a l'information. Mais contrairement au Hobbit dans le Seigneur des Anneaux ou dans le Hobbit, contrairement aux nains ici, j'ai trouvé que pour moi, c'était raté. En tout cas, l'effet ne marche pas sur moi, pas du tout. Ah, j'ai bien aimé. J'avais juste l'impression que le gars était géant. Et du coup, ça semblait un peu bizarre. Après, c'est peut-être que moi, tu vois, il y a pas de. Mais sur ça, ça n'a pas fonctionné en tout cas. Moi, j'avoue, j'ai bien aimé. On parlait tout à l'heure d'émotions, notamment avec Juliana. La relation Elrond-Durin 4, fait partie des choses que les gens citent souvent comme une des meilleures scènes à chaque fois. À chaque fois qu'ils sont tous les deux, il se passe un truc. Même Dissa, qui avait été beaucoup critiqué et qui est un personnage qui est inventé, elle est incroyable. Il y a une dynamique. Elle met un petit peu de légèreté aussi, peut-être, dans ce monde où tout le monde se prend beaucoup au sérieux. C'est vrai. Les néants, ça va marcher. Alors toi, tu parlais de l'arrivée à Khazad-dûm qui claque un peu. Incroyable.
Les nains, ouais, c'est un truc qui. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Je suis pas spécialement fan dans l'heroic fantasy en général de la race des nains, mais là je trouvais que ça marchait très très bien. Et puis c'était le côté humour aussi. En fait, le duo fonctionne très bien tout le long des épisodes. Et il y a cette complicité avec ce début, tu sais, très très dur où tu comprends pas. Le mec, tu vas voir, c'est un frérot. Il va nous mettre bien, machin. Et il se retrouve dans un bourbier immense. Et moi, j'avoue, jusqu'au moment où il dit qui va révéler son nom de nain, tu vois. C'est vraiment, c'est pas des amis, en fait, c'est des frères. Et ça, c'est très touchant. Il y a toute cette relation qui est bien faite. Il va jusqu'à braver l'interdiction de son père. C'est quand même, il le déshérite, quoi. Hein, tu vois, c'est pas un geste anodin. Donc, ouais, pour moi, c'est peut-être la relation que j'ai le plus appréciée dans l'intégralité des petits scénarios qu'on nous a proposés, des pans scénaristiques ici. Donc, et les deux acteurs, je les trouve très bons. Moi, il faut savoir que je regarde tout en VF et on a des comédiens extraordinaires. C'est TK qui double derrière sur Elrond, donc qui fait Tobey Maguire ou encore Leonardo DiCaprio. Et ça marche super bien. Je trouve qu'il y a un très bon choix des comédiens et la VF est plutôt cool. Alors après, évidemment, il y a Team VO, Team VF, les gens regardaient comme vous voulez, on s'en fout. Mais la prononciation, peut-être, tu disais, t'en parlais tout à l'heure, elle est pas exactement comme elle devrait être, je crois. C'est vrai qu'on a Célébrin à bord, le franchouillard, le lindon, mais globalement, VF de très bonne qualité, quoi. Adrien Antoine sur Elendil. Adrien Antoine sur Elendil, oui, exactement. De Doolin, ce qui était cool, c'est que lui, il vient vraiment d'un tout petit village au Pays de Galles et il a vraiment puisé dans ses racines hardcore pour interpréter aussi son rôle dans l'élocution, etc. Donc la VO, elle est intéressante à regarder si vous voulez vous faire une deuxième lecture pour ça aussi. Pour certains mots qui sont utilisés, des interprétations. Ils sont très amis dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Avec Richard Aramayo. Et ça se ressent du coup à l'écran, je trouve. Cette dynamique un peu Gimli Legolas, mais en plus poussée. Oui, je vois ce qu'ils auraient pu devenir s'ils avaient vraiment. Ils se connaissaient depuis très longtemps et qu'ils n'étaient pas en guerre en permanence. 22 en train de faire du skateboard avec évidemment un petit bouclier. Moi j'ai beaucoup aimé le roi nain, le père de Dorin, Dorin 3. Peter Mullan. Non seulement je l'ai trouvé extrêmement bien interprété, mais je pense que c'est le personnage le plus Tolkien accurate de tout ce qu'on a vu là de cette saison 1. Je sais pas ce que vous avez trouvé, évidemment c'est une tête de con, mais c'est normal, c'est son rôle. Hein. Moi je trouve que c'est lui qui a raison en fait. Une civilisation protectionniste, les nains, finalement. Chez Tolkien. Du coup, je sais pas si vous avez un coup de cœur, un personnage qui vous a, à part Dorin et Elrond, donc on a déjà abordé. Moi j'avais parlé d'Elendil parce que Numénor c'était l'arc qui m'intéressait le plus. Alors au final c'est un arc qui sert dans l'intrigue mais qui à mon avis offrira tout son potentiel dans les prochaines saisons. Elendil c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que Aragorn c'est dans les films c'est l'arrière grand-père d'Aragorn. Donc on sent l'influence déjà et je trouve que le personnage est très réussi, très bien incarné. Alors je suis désolé, j'ai oublié le nom du comédien. Lloyd, non, attends. Elendil, l'acteur, attends, je vais te dire. Je vais retrouver ça. J'ai posé une colle à tout le monde, mais bon, bref. En tout cas, c'est un excellent comédien qui est doublé par Adrien Antoine en VF. Ouais, qui est en VO, il a une voix grave. Et en VO, il est très bon aussi. Et le visage marqué, tu sens que c'est un mec de la mer. Voilà, c'est ça. Le gars, il a vécu et puis voilà, c'est. Lloyd Owen, le comédien. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, moi je citerai ce personnage. Ce personnage-là, ouais. Juliana, t'as une ou un Ça a changé dans la saison, c'est marrant. Moi j'aime beaucoup Nori. J'aime beaucoup sa relation d'amitié avec Vopi. Je trouve qu'on retrouve un peu Monsieur Frodon et Sam dans une autre version encore différente. Moi, j'aime beaucoup Galadriel. Moi, je suis très berceau féminin sur cette série. Tu étais fan de Galadriel parce que beaucoup de gens ont reproché un côté peut-être un petit peu trop monobloc. Elle est un peu monobloc et en même temps, je trouve que c'est ça qui fait que je suis attachée à elle aussi. Il y a quelque chose d'ultra tragique dans cette façon d'aborder les choses et d'avancer dans l'histoire elle a une espèce de poids sur les épaules pendant tout le long. Moi, j'ai été impressionnée par la première scène dans la grotte où on la découvre et où, franchement, elle est super badass. Il y a une scène aussi où à cheval, pendant l'attaque du village, qui est vraiment genre canon. Mais c'est des logolasseries de base. Ouais, mais je trouve ça hyper agréable d'avoir des persos féminins comme ça aussi dans cette licence-là, parce que je les avais un peu moins dans la première trilogie. Et je dirais la douceur de Nori qui vient se compléter par un peu ce côté guerrière de Galadriel qui m'a bien plu, et je trouve que c'est vraiment tragique ce qui lui arrive. Il y a un truc jusqu'au bout, jusqu'au dernier épisode, jusqu'à sa découverte où limite elle se dit mais est-ce que c'est ma faute, à quelle part de responsabilité j'ai là-dedans.
je trouve qu'en tout cas, c'est des thématiques qui sont assez justes dans la façon de traiter le personnage, quoi. Ça m'intéresse pour la saison 2. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, quoi. Est-ce qu'on a un chouchou de ce côté ? Moi, beaucoup, Elrond, j'aime bien le traitement du personnage qui est en fait juste gentil. Moi, je me dis, putain, ça fait du bien, le gars est sympa. Un mec a un secret, mais qui attend pas 40 ans pour le dire à son pote. Mais ouais, exactement. Et vraiment, j'ai trop aimé le traitement. Évidemment, Whittaker, la voix derrière, moi, ça me régale, c'est du miel pour mes oreilles. Et j'ai vraiment tout aimé du personnage. Et au-delà de ça, on a parlé de l'amitié avec Yulin. Donc ça, pour moi, ça a très très bien fonctionné. Après, il y a des persos qui m'ont un peu énervé. Parce qu'on en parle des persos que t'aimes bien, mais alors Théo. Un T ou pas? Ça commence par un T. Ça finit par EO. Théo et Nori, envie de me battre. Vraiment, les deux personnages que j'ai le plus Nori, ouais, pas sur le même pied d'égalité. En vrai, Théo, je mets Théo juste au-dessus à cause de sa peku. C'est tout. Vraiment, coupe au bol, je dis frère, on peut plus. Mais Nori, en fait, c'est juste que si tu remarques bien sur tous les plans, elle a tout le temps la même expression faciale. Et je lui dis, mais joue un peu. Moi, ça m'a sorti. Et après, je suis biaisé. Je déteste, mais vraiment, je déteste les hobbits et les pieds velus. Donc c'est biaisé, mon avis est biaisé. Vraiment, je trouve que c'est un peuple qui mérite pas de vivre. Genre, vraiment, allez vous faire foutre. Voilà, donc là c'est très très véhément, c'est très personnel. C'est un peuple qui m'intéresse absolument pas. Je souffre encore du premier Seigneur des Anneaux, évidemment, avec tout le périple et ce qui fait. À cause du là quand même dans le Seigneur des Anneaux. Oui, heureusement. Mais à cause du Seigneur des Anneaux, je déteste Elijah Wood, alors qu'il m'a rien fait, le mec. Tu vois, c'est juste que j'ai tellement une haine viscérale de ce peuple qui, pour moi, me dégoûte. Donc, à partir de là, je n'y arrive pas et j'arrive pas à m'identifier. Et vraiment, c'était sûr. Hein, dès que ça a commencé, j'ai dit pitié. Pas plus de 5 minutes sur les pieds velus par épisode, je vous en supplie. Et le 8e épisode. Et ils boivent de la bière. Enfin, allons chez les nains, c'est beaucoup plus sympa. Il y a une ambiance, ça pète des cailloux, tu vois, et puis on rigole. Non, j'ai vraiment pas trop apprécié. Et vraiment, ça a été pour m'achever. Vraiment pour me dire que pourquoi je n'aime pas. Les 10 minutes de au revoir du 8e épisode. Oh, c'est beau! Je suis sorti, j'ai sonné chez mon voisin, je lui ai mis une patate. Il fallait que je. Mais Poppy ne sera pas le Sangenji de Nori. 10 minutes! Tu te rends compte? 10 minutes? Mais c'est émouvant, mais je récupérerai jamais ce temps de vie! J'ai chialé, moi. Vraiment? T'as chialé pour ça? Mais on pleure devant la ligne verte, on pleure pas pendant l'autre. Moi, pas pour ça, non! Moi, j'ai chialé pour c'est 10 minutes qu'on m'a enlevé. Je ne le retrouverai jamais. J'en pouvais plus. Jusqu'à la fin, j'étais en mais s'il te plaît, pars. Ne te retourne pas, sinon. Si, retourne-toi. On ne te revoit jamais. Fais ton voyage seul. Pitié, l'étranger. Donc voilà, ça c'est mon petit truc. Mais sinon, Elrond a été mon personnage préféré de la série, je dirais. Moi, il y en a un qu'on n'a pas cité que j'aime bien, c'est Pharazôn, donc le Démis Roussos de Numénor. Oui. Hein. C'est vrai. Et donc lui, voilà, on a un peu planté le décor et ça va être un personnage important dans ce qui arrive à la fin. Mais autant lui, vraiment beaucoup, autant son fils, je comprends même pas pourquoi il est rajouté dans la série. Est-ce que ce sera pas un petit roi déchu par la suite? Est-ce que ce sera pas, tu vois... Il est lié à la fille d'Elendil aussi, et donc je pense qu'il y aura une sous-intrigue par rapport à ça. Pharazôn? Non, son fils. Ah, son fils, d'accord, ouais. pardon. J'aime beaucoup le père, mais par contre, le fils... c'est peut-être un Nazgûl, hein. Oui, c'est vrai qu'on l'a juste vu essayer de draguer... J'ai l'impression, ouais. C'est Caius Minus, quoi. Enfin, c'était, ils ont tenté un petit love interest vite fait, mais bon, pas trop intéressé. Laisse-moi tranquille. Ouais, c'est exactement ça. Mais Pharazôn, j'ai trouvé que ça marchait bien. Et oui. C'est ce qu'on attendait de son rôle. En tout cas, j'ai trouvé que l'acteur qu'il faisait, et d'ailleurs, Bruno Chouel. c'est Bruno Chouel, évidemment, sa voix, qui fait aussi Obi-Wan Kenobi, qui fait Johnny Depp, entre autres. Ouais. Mais effectivement, j'aime bien le personnage. Après, il y a aussi Halbrand que moi, j'ai vraiment apprécié de A à Z, même si c'était obvious. Je trouve que l'acteur qui le campe joue très bien. Il y a eu ce revirement au 8e épisode où tu sens la menace, tu vois. Vraiment le moment où il parle à Celebrimbor et elle est là. Ok, bizarre l'ambiance. Et là, tu sens que le mec est menaçant. Tu n'as plus envie d'être son ami. Et avec cette scène forte à Numénor, où il va juste casser des gueules, et tu te dis, il y a un petit bras qui s'en va, quoi. Numénor, il avait quand même une petite obsession forge, hein, déjà. Hein. C'est ça, ça mettait sur la piste. J'ai très envie de former, je veux manger. Vas-y, mec. Et puis Thomas, son kink. Et tout, quoi. Moi, j'avoue, il y a un personnage qu'on n'a jamais évoqué, et pourtant je trouve intéressant, c'est Gil-galad.
je trouve très beau dans son rôle de, forcément beau. de roi des hauts, enfin de chef des hauts elfes. Avec des cheveux longs. Très beau et puis très sage dans Ils sont ce tous passés chez le barbier avant, coiffeur. ce 8e épisode où on lui propose un anneau, il le refuse. Et en fait, le mec sent que ça va être la merde. Et j'ai beaucoup apprécié parce que tu le trouves quand même très arrogant, et presque, c'est même pas lui qui écrit ses discours, tu vois. Et à la fin, je trouve qu'on lui offre quand même de la sagesse et de l'épaisseur à son personnage. J'ai bien aimé, honnêtement. Puis même ses costumes étaient fous. Gil-galad qui fait partie de ceux que j'attendais de voir vraiment, donc il me tarde la saison 2. Et ce qui me permet la transition, dernière question, qu'est-ce qu'on attend excusez-moi, de cette saison 2 Qu'elle soit pas dans 6 ans déjà. qui sort dans 2 ans et demi, 2 ans, hein, au bas mot. Est-ce que déjà on est hype pour regarder la suite et qu'est-ce qu'on espère y voir? Petit tour de table, Marie, t'avais la parole. On a vu le Balrog dans. Mais là, il est sur snooze, hein, le Balrog. Ouais, après, le Balrog, ça avait Il roulé une peu clos, là. peu trop vite, ouais. Mais le fléau de Durin et beaucoup de casse, quoi. Moi, c'est ce que j'attends pour cette 2e saison. J'espère qu'on va pas avoir l'espèce de pèlerinage de la maturité pour Isildur, parce que qu'est-ce qu'il m'emmerde, quoi. Il m'emmerde. Donc vraiment de l'action, du sang, beaucoup de batailles, et ça me ferait très plaisir. C'est vrai que Isildur, c'est vraiment le fuckboy de la série, quoi. Ah ouais. Mais disons que normalement, c'est quand même censé être un guerrier irréprochable, etc. Et qui flanche avec l'anneau. Ouais, ma maman. Là, tu te dis, oui, ce mec va flancher. Il n'y a pas trop de suspense là-dessus, effectivement. Petit sondage sur le chat pour la saison 2. Est-ce qu'on est hype ou pas hype? N'hésitez pas à voter. Gige, saison 2, t'attends quoi? Ben moi, franchement, je reste un peu campé sur ma position de découvrir Rune l'Est. Et donc voir ce qu'ils vont faire avec le voyage donc de Nori, malheureusement, et de l'étranger. Non, mais je troll, mais en vrai, je pense que ça va être très bien. Et en fait, du moment qu'elle n'est pas toute seule avec des pieds velus, ça rajoute un peu d'intérêt pour moi. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont découvrir, ce qu'ils vont faire. C'est sûr qu'on va pouvoir les suivre. L'évolution de... parce qu'on a quand même la fin de l'épisode 8... Quand tu vois Halbrand se diriger vers le Mordor, vraiment le plan où je le vois, je dis mais c'est Anakin. Vraiment, il y avait il y a un côté Anakin, tu sais. Vraiment, je suis passé du côté obscur et c'est validé, les petites pupilles, etc. Ordre 66. Exactement. J'ai hâte de voir comment tout va être mis en place. Et puis, on spoiler, je sais pas si ce sera fait comme le lore, mais la chute de Numénor, peut-être. Donc, Pharazôn, est-ce qu'il va accéder au pouvoir? Parce qu'on a quand même une reine qui est diminuée. Voilà, plein de petites interrogations de comment tout va évoluer, mais très très curieux de la découverte de l'Est. Et pour moi, il y a tout à créer, et c'est peut-être là où il y a quand même une carte à jouer du côté des showrunners. Thomas, qu'est-ce qu'on attend? Je te rejoins sur Sauron. Autant, alors, j'ai pas trop aimé la façon dont ça a été amené, mais maintenant que c'est Sauron, que c'est officiel, j'ai beaucoup aimé le dernier plan de l'épisode où tout passe pas. Enfin, on voit les anneaux et son œil. Exactement. Et le plan magnifique, là, pour le coup, vraiment le paysage magnifique du Mordor où il se dirige en cap. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Comment il va reprendre le pouvoir sur Adar, j'imagine? Comment il va fonder le Mordor et comment il va aller un peu pourrir l'ambiance à Numénor. Ça m'intéresse. Oui, Juliana. Je suis chuchoté. Non, mais à peu près tout ce que vous avez dit. Mais moi, j'ai très envie de voir comment ça va se passer pour les nains, parce que j'avoue que ce passage entre ce royaume et la Moria, est-ce que c'est parce que c'est censé être c'est la même chose, c'est le même endroit. Moi, je suis curieuse de voir comment ils vont gérer ça. Et retrouver une série qui n'est pas pour moi la série de l'année, on va pas se mentir, mais qui m'a fait passer un très bon moment. Donc, s'ils font une saison 2 un peu mieux encore que la saison 1, sans erreur de montage, de scénario, de trucs, qui se concentrent, quoi. Qui fassent un truc. Maintenant, pour moi, il y a la saison 1, j'avais il pouvait se planter un petit peu sur 2-3 trucs. Saison 2, t'as quand même intérêt à recentrer, quoi. Enfin, et à pas te planter sur ce qui a fait que la saison 1 n'était pas parfaite, quoi. Après, il y a plein aussi, j'espère que ça répondra à des questions un peu bêtes, mais le Balrog, qu'est-ce qu'il fout là? Oui. Par pitié, comment est-ce que Jean-Michel il se retrouve sur un radeau Et voilà, exactement. Ah oui. Lui, il est sur le radeau, mais pourquoi? On sait pas trop. Tu vois, il y a plein de petits trucs qui restent en suspens, et j'espère qu'ils y répondront et qu'ils vont pas faire un oubli volontaire, parce que ce serait un peu terrible, quoi. Normalement, dans le lore, les 3 anneaux des elfes sont les derniers à être forgés pour l'unique. Pourquoi ils sont en premier? Et là, le poème
poème commence. Et pourtant le poème, du coup, par les anneaux des elfes. Si on regarde que Halbrand se balade avec une petite sacoche depuis le début, moi je vous dis que les anneaux ils sont déjà forgés depuis longtemps. Et elle fait du bruit en plus. Et que ça fait gling gling. Vous l'aurez entendu là la première fois. Mais non. Tu le secoues, il y a des anneaux qui Mais ce serait abusé, c'est Mais oui. Mais quand tu prends la 60%. truc, Mais d'accord, mais c'est Celebrimbor qui est censé Sur le avoir jeu, fait regarde. les anneaux, on n'en peut plus là. 31%, 30% de pas hype. Voilà, donc D'accord. on est sur un 70-30 en tout cas. Petite clim. de positif. Je peux juste dire un truc, Vas-y. sur un truc à poursuivre pour le coup. Je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, mais vraiment pour moi la plus grande qualité de la série, c'est sa bande originale. Super McCreary. Et vraiment, on revient sur les thèmes de découverte des villes, mais Khazad-dûm, Numénor, c'est des trucs vraiment qui m'ont inspiré. Moi je suis Continuez moyen là-dessus. d'accord, mais Ah c'est vrai. Ah ouais, Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé la musique. c'est pas que c'est pas bien, c'est que le montage nous fait jamais un grand moment où la musique résonne, à part à Khazad-dûm peut-être et un peu à Numénor, mais le reste du temps, peut-être si la musique allait bien, j'en sais pas, je l'ai pas Ça entendu. passe en arrière-plan, ouais, en fait tu la remarques Il n'y a pas de vrai moment où Moi, j'avoue qu'il y a pas- Après, peut-être que je Il y a suis, le je suis départ, attentive mais à ce genre de trucs. Mais moi, j'étais vraiment à fond. Ouais. Genre, je me suis dit, putain, mais ce thème, il est génial. Et ce truc, enfin, Je j'étais- trouve qu'il a fait du bon travail. Franchement. Ouais, Ah ouais, ouais. de ouf. Il nous reste une petite douzaine de minutes. Je vous propose d'arrêter là sur ce débrief donc des Anneaux de pouvoir sur le Seigneur des Anneaux sur Prime Video. Merci beaucoup tous pour ce débat qui a été un peu enragé du côté des Hobbits, ou en tout cas contre les Hobbits. C'était clivant, quoi. C'est vrai que Non, mais et les on- pieds velus quoi. on enchaîne avec le journal des sorties, jingle. Et je regarde du côté des Spaces sur Twitter. On va vous dire merci et au revoir. On vous revoit peut-être bientôt si vous avez aimé. En tout cas, le principe, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais plutôt le journal des sorties. C'est ce qu'on disait tout de suite. On va faire ça un petit peu fast. Vous connaissez peut-être pas tous et toutes comment on fait. En gros, je vous donne des sorties, je vous fais un speech. Et vous me disiez entre 0 et 5 combien de hype Vous me disiez. vous me disiez. Tu me Oh la règles. vache. Vous me disiez. Et vous me Mais oui, disiez. mais oui. C'est dans le zap, ça. Hein. Vous me Effectivement. disiez combien d'étoiles entre 0 et 5 vous mettez sur ce speech. Voilà, combien vous avez de votre niveau de j'ai envie de le voir. Du coup, sortie demain au cinéma. Black Adam avec Dwayne Johnson et Pierce Brosnan, donc un nouveau film de l'univers DC. L'histoire d'un anti-héros qui a été emprisonné pendant 5 millénaires pour s'être servi de ses pouvoirs pour se venger. Visiblement, même après sa libération, le gars n'a pas tout appris de ses erreurs et se retrouve à affronter la Justice Society, j'ai du mal avec mes accents aujourd'hui, avec Hawkman, le Dr Fate, Atom Smasher et Cyclone. Est-ce qu'on a envie de le voir, Juliana ? La bande-annonce m'a complètement perdu. Il se passait beaucoup trop de choses et je crois que j'ai fait une overdose de ce genre de film. On est sur un 2,5 de la hype car j'aime The Rock. Voilà. 2,5. Thomas. Exactement pareil. Je suis pas trop fan des dernières productions d'ici, à part Joker que j'ai adoré. Mais ouais, la bande-annonce, ça a l'air d'être un petit peu dans la veine Batman v Superman ou Justice League, donc c'est pas trop mon délire. Et après oui, Dwayne Johnson. Donc 2,5 aussi. 2,5 aussi, ouais. Gigi. Ben moi je mettrais 3,5. 3,5. Ah ouais, je suis un foufou parce que j'ai vu Shazam et je trouve que c'est un divertissement correct. Et d'ici c'est catastrophique en général. Ils essayent de faire comme Marvel, ils n'y arrivent pas. Mais ils devraient pas faire comme Marvel surtout. Mais du coup, je suis curieux de voir parce que Dwayne Johnson déjà, j'ai l'impression que c'est un peu au moins le point sur lequel tout le monde est d'accord. Et je suis curieux de le voir dans son premier rôle, on va dire alors c'est un anti-héros mais quand même très très intéressant. Donc voilà, j'ai envie de laisser la chance au produit, même si je sais que je ne vais pas voir du cinéma d'auteur et que je vais juste poser mon cerveau à l'entrée et passer certainement un bon moment. Marie. Sur 5, hein. Sur 5. Moi je mets 4. 4. Je mets 4, non pas pour Dwayne Johnson, je suis pas particulièrement fan, mais plutôt pour Pierce Brosnan qui revient dans du fantastique. Je suis assez fan aussi du côté dieu égyptien, tu vois, période antédiluvienne, tout ça. Ça me parle plutôt bien. Et les rumeurs aussi sur une possible scène post-générique qui a largement été teasée par Dwayne. Les rumeurs. La rumeur. Tu peux enlever le mot rumeur, effectivement. Bon, voilà. Mais curieuse. Donc un solide 4 sur 5 en vrai. 4 sur 5. Toujours au cinéma. Alors attention, on change de registre. Le nouveau jouet. Alors, le nouveau jouet, c'est un film de James Hutt, Bryce Dennis, Elphone, etc., avec Jamel Debbouze et Daniel Auteuil. Donc, c'est un remake du film avec Pierre Richard
des années 70, il me semble, de Francis Weber. Donc c'est l'histoire d'un gosse de riche qui va choisir comme nouveau jouet un être humain. Voilà. Et ce mec-là, qui est un peu dans la dèche, va accepter parce que le prix qu'on lui propose est juste indécent. Donc voilà. Et ça va être la rencontre entre cet enfant qui on paye tout, mais à qui on donne pas vraiment d'éducation, confronté avec le vrai monde. Juliana. On est sur les journées ne font que 24 heures sur 5. Très bien. Thomas. Allez, un 3, parce que j'avais bien aimé le film original et j'ai eu des bons échos, donc je pense que ça peut valoir le coup, ça m'intéresse. 3 sur 5. Gigi. Aucune envie sur 5. 0,5, c'est la plus basse. Vraiment, ouais. Très bien. Marie. Moi, un 3 sur 5 en vrai. 3. Ma chaise est en train de se péter là, non? Yes. 3 sur 5. 3 sur 5. Ouais, parce que pareil, le film original me plaisait et j'aime bien pas ces road movies, mais ces films où un peu. Buddy movie, ouais, voilà. Ouais. Où t'as une espèce de transmission entre un gosse de riche et un mec qui va lui apprendre la vie. Non, en vrai, bon, je suis pas hyper hypée, mais pas totalement contre. Vous l'avez vu, c'est partagé sur le plateau. Cette fois, on passe du côté de Netflix. Ça sort demain aussi. C'est un film de Paul Feig qui s'appelle L'école du bien et du mal. Paul Feig, c'est le mec qui avait fait Freaks and Geeks, mais aussi le remake de 2016 de SOS Fantôme. Hein, attention. Avec Sofiane Caruso, Sophia Wiley, surtout Charlize Theron, Laurence Fishburne et Michelle Yeoh. Je vous fais le pitch, mais attention, c'est le moment lecture. Parce qu'il est compliqué. On suit Sophie et Agatha, deux jeunes filles qui rêvent de mondes enchantés. L'une aimerait être une princesse et l'autre de devenir une sorcière. Un soir, leur rêve va se réaliser, ou presque, car elles vont être transportées dans un monde de magie, l'une dans une école du bien, l'autre dans une école du mal, sauf que les rôles sont inversés. Et celle qui voulait être princesse va être dans l'école de sorcières, celle qui voulait être sorcière va être dans l'école des princesses. Évidemment, ça va pas bien se passer. Est-ce qu'on a envie de le voir? Oui, j'ai bien envie. J'aime bien l'équipe d'écriture, j'aime bien le casting. Il y a un petit côté un peu Wicked pour ceux qui connaissent la comédie musicale qui me plaît bien. Après, je sais pas si j'aurai le temps, mais oui, en tout cas, ça me... Pourquoi pas. Thomas. Ça me fait ni chaud ni froid, j'avoue, donc allez. Je vais lui mettre la moyenne. 2. 2,5. 2,5. Gigi. Oh, et c'est mes ambiances un peu, ça a l'air tellement kitsch par contre, mais ouais, franchement, je mettrais 3. Je mettrais 3 par respect. 3 par... C'est le genre de truc que je peux regarder avec ma femme le soir, c'est nos ambiances, tu vois. C'est un peu... Okay. Mais après, tu sais ce que tu regardes. Ouais. C'est une série ou un film, pardon? C'est un film. C'est un film, ok, très bien. Marie. En vrai, moi 5. Je sais pas si on m'entend. Toi, t'es hypé. Ah, c'est hyper beau. C'est plutôt, ouais, c'est bien produit. Niveau casting, c'est 5 étoiles. C'est vraiment, vraiment joli, quoi. On dirait un mélange de Hocus Pocus, Harry Potter et cette série là où ils baissent tous les épisodes. Et ça se passe à la cour de la reine. Oui, c'est Bridgerton. Ah ouais. Voilà, ça amuse un peu tout ça, j'aime bien. Donc, un peu de c'est le seul truc que t'as entendu de Bridgerton, toi. Nous la pure baise. J'ai acheté tous les livres, mon gars. Ok. Sur Prime Video, Périphérique, les mondes de Flynn, une série avec Chloé Grace Moretz. 8 épisodes de 60 minutes. On est plongé dans un futur. Dystopique. Dystopique pour suivre Flynn qui va découvrir avec un casque VR très sophistiqué qu'il existe une réalité très différente de la sienne. Une réalité qui va peut-être s'avérer dangereuse. Oui. Yes. Allez, 3 du côté de Juliana. Attention, qui dit mieux? Je mets 4. 4 du côté de Thomas. J'avais vu la bande-annonce, ça a l'air assez beau, c'est assez ambitieux et ça m'intéresse. Ça t'intéresse. Gigi? Curieux si j'ai le temps, voilà. Curieux sur 5. Curieux sur 5. Voilà. 4 sur 5. 4. Ouais. Il y a eu que des bons retours du panel de New York au Comic-Con et apparemment c'est une dinguerie, donc clairement. Et puis j'aime bien Chloé Grace Moretz, donc 4. Sur Disney+, Les Amateurs, ça sort demain. C'est une série avec François Damiens et Vincent Dedienne. 6 épisodes de 30 minutes, l'adaptation d'une série britannique créée par James Corden. Concrètement, c'est l'histoire de 2 losers qui se retrouvent mêlés à un complot criminel par hasard. Est-ce qu'on a envie de le voir, Juliana? Pourquoi pas, le casting a l'air pas mal. J'ai rien vu du tout dessus, donc je mettrai un 3. 3, dans le doute. 3 aussi, parce que j'aime bien le casting, un peu moins le pitch, mais ouais, 3. Ok. La même chose, j'ai le même avis, exactement le même. Exactement pareil, François Damiens. Exactement, ouais. Moi je suis team Dedienne aussi, donc 3
pour l'ensemble du plateau. Donc c'était notre sélection. Je vais vous faire rapidement les autres sorties. Belle et Sébastien, nouvelle génération avec Michel Larocque et Alice David. Bon, c'est l'histoire d'un clébard. Voilà. Dans les montagnes. Qu'est-ce qu'on a au cinéma? On a c'est bien vendu. EO, film italo-polonais avec notamment Isabelle Huppert. On va découvrir le monde du point de vue d'un âne. Entre joie et peine, l'animal va faire un voyage bien loin de son pâturage. Ouais, il paraît que c'est super. On m'a dit que c'était très bien. Il paraît que c'est super bien. Toujours au ciné, on a Bro, le film de Nicolas Stoller, dont Pierre Voisin 1 et 2. C'est une comédie romantique avec deux hommes qui, à la base, n'ont pas le temps pour rencontrer quelqu'un, mais peut-être que l'amour est plus proche que prévu. Je l'ai vu. C'est formidable. Si vous aimez les comédies romantiques, il faut vraiment y aller. C'est ultra moderne, rafraîchissant, c'est drôle. Les persos sont super. Moi, ça m'a complètement emporté. Je suis sortie, j'avais le méga smile. Je pense qu'il va rejoindre vraiment les comédies romantiques classiques qu'on aime. C'est hyper bien. C'est produit par Joe D'Apato. C'est extrêmement drôle, moi, j'ai trouvé. Et ça fait du bien d'avoir ce genre de film à l'affiche. Parce que sans Sarah rien ne va, c'était une dinguerie, mes meilleurs amis aussi. Hein, donc déjà, ça me C'est parle. vraiment très cool. Sur Netflix, Notre-Dame, La part du feu, c'est une série avec Roche Dizem, Caroline Proust, Simon Abkarian, 6 épisodes, ça sort demain. On revient sur tout simplement la nuit du 15 avril 2019 au canton des pompiers de Paris qui luttent contre l'incendie de Notre-Dame. Et puis évidemment des personnages qui vont être impactés par ce drame. Sur Netflix, c'est la saison 2 de Barbare. Je ne sais pas si vous avez regardé. C'était vraiment bien, Barbare. Voilà, série plutôt européenne, mais autour de Rome contre les tribus germaniques. C'est très bien, de la bagarre, de la passion et de la trahison, bien sûr. Sur Canal+, encore, qui arrive donc sur MyCanal, dernier film de Cédric Lapiche. On y suit Élise, grande danseuse classique qui, suite à une blessure, va devoir se reconstruire dans une compagnie de danse contemporaine. Just Dance, quoi. Pas Just Dance, Sexy Dance. Rompiche. C'est version clapiche, quoi. Et version danse contemporaine aussi. Il nous reste 2 minutes, je vais aller très très vite, puisque en séance de rattrapage sur MyCanal arrivent aussi Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, si vous ne l'avez pas vu au cinéma. Ah, ça chalait, oh non. Oh putain de merde. Voilà, je suis d'accord. moi j'ai pas vu, je pourrais le regarder comme ça. Voilà. Alors, regarde. Non mais je sais. Et regarde. Et enfin, La Princesse Dragon, qui arrive sur Canal+, un film d'animation où on suit les aventures de Poil, une petite fille élevée par un dragon. Elle va devoir quitter son père et découvrir le monde. Peut-être un truc familial. Peut-être. Et c'est Lila la bombe à la VF. Très belle VF. Ça a l'air joli. Voilà pour les sorties de cette semaine. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci aussi à vous derrière votre écran. Merci donc Thomas dans le ciné, Monsieur Théory. On peut m'appeler comme ça. On peut t'appeler comme ça. Monsieur Théo. Juliana de 2 heures de Perdu, le podcast. C'est ça, on peut m'appeler comme ça aussi. On peut t'appeler comme ça. Jiraya de Le Mobile. Jiraya de moi-même. Et Marie Palot. De Ciné au Canap sur RTL 9 et Action. Tous les mardis à 20h40. Et on fait sa pub. Juste après, c'est le React ce soir, mais bien sûr le récap et le Before avec Norman Genius. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.